Bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Saison 4, épisode 1! Ça fait longtemps! Euro versus Ameritrash. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Simon et comme toujours, je suis en compagnie de JF. Hey, salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi. Et en plus, aujourd'hui, on est choyé. Premier épisode de la saison 4. Tout au en chaud. compagnie, tout au chaud, à l'intérieur, en compagnie du phénoménal poète et intellectuel du jeu et éditeur de renommée mondiale, Monsieur Christian Lemay du Scorpion Masqué. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Oh, ça va très bien toi. Écoute, super. Je savais même pas que c'était le premier épisode. Tout, c'est comme un honneur, là. Ben oui, non, mais là, nous, on est comme, oh, wow, là, on est avec toi ici aujourd'hui. On se lance dans la saison 4, une aventure qui va être complètement nouvelle, on s'entend? Oui, ben déjà 10 épisodes pour cette saison, donc une formule un peu plus courte, rapide, mais tout aussi bonne, je pense. Ben, du meilleur contenu. On s'est préparé plus longtemps. On a bien entendu utiliser les 3 mois de congé pour préparer activement chacun des épisodes auxquels vous aurez droit. Oui, c'est Parfait. clair. Ben, donc, on peut peut-être justement commencer. Là, on est avec Christian, tout ça, mais on va quand même introduire un peu quelques nouveautés qu'il va y avoir cette saison-ci, quelques spécialités. Bien entendu, on a à annoncer qu'il va y avoir un Patreon. Patreon pour Balado Ludique. C'était l'idée de Christian, très bonne idée d'ailleurs, qui s'est engagé à donner un montant assez substantiel. Devenir le commanditaire numéro 1, donc Et- on regardera à combien on le fixe. Là, Ouais, c'est tantôt, ça, là. exactement. Il nous a fait un chèque en blanc. Il a dit, les gars, gâtez-vous. Bien entendu, on va recevoir plusieurs invités cette saison-ci. On va essayer d'approfondir plus en détail les sujets. On va essayer d'aller un peu plus loin, d'aller explorer des choses qu'on explore un peu moins souvent. Vous savez, l'Internet est rempli de gens qui s'improvisent spécialistes du jeu. Donc, nous, on va aller dans une autre direction, en fait. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, aujourd'hui, déjà, on va avoir un épisode Euro versus Ameritrash. On pourra vraiment définir ça plus en détail, là, parce que je sais que déjà, il y a des gens qui grincent des dents quand on parle de ces termes-là. Mais on va explorer un peu c'est quoi ça, ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et Christian nous a préparé une thèse universitaire sur le sujet. En fait, je ne vais pas dévoiler tout de suite exactement sur quel sujet ça porte, mais on aura la chance d'en parler un petit peu tout à l'heure. Yes. Sinon, ben, on est là quand même pour parler un peu d'actualité. On a eu des longues vacances, il s'est passé plein de choses. À quoi avez-vous joué? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton salon, JF? Ben écoute, j'ai joué à quand même pas mal de choses depuis quelques mois. C'est vrai, ça? Mais oui, hey, le salon de Drummond, ça te fait jouer à des jeux. Ça Ça t'en te fait fait, voir beaucoup, ça te fait en essayer. Fait que ça, c'est le fun. C'est quand même une opportunité que je prends et que j'ai du plaisir à tester plein de jeux. Mais le jeu que j'ai joué, c'est récemment que je voulais parler, évidemment, parce que c'est un coup de cœur, puis c'est un coup de cœur de beaucoup de gens. Ces temps-ci, c'est bien sûr le jeu Wingspan. Donc, le fabuleux jeu de petits oiseaux où on va, dans le fond, notre but, ça va être d'aller chercher, récolter des oiseaux pour mettre dans notre mangeoire. Une des choses super intéressantes dans le jeu, c'est que sur ton plateau de jeu, tu as 3 sections. 3 habitats, donc l'eau, la terre et le gazon, pardon. Le gazon. Pas le gazon, mais il y a comme 3 habitats. Et dans le fond, tes animaux vont pouvoir être placés dans un ou plusieurs habitats, dépendamment de l'animal. Je pensais que tu étais parti comme dans un épisode d'Avatar. L'eau, l'air, la terre. Comme brûler mes ressources au départ. Là. Va bien commencer. Mais en gros, dans le fond, ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a 3 habitats et à chaque tour, ben, tu vas faire une action et l'action va être liée à un des habitats. Et plus tu vas mettre d'oiseaux dans cet habitat-là, plus l'action va être bonne. Et en plus, les oiseaux que tu vas placer dans ces habitats-là ont peut-être des pouvoirs à activer. Donc, à chaque fois que tu vas faire l'action de l'habitat d'eau, ben, tu vas activer tous tes oiseaux dans l'habitat. Donc, au début, c'est assez simple, c'est assez rapide les tours, tu places tes trucs, mais il y a vraiment un engine building derrière où tu vas essayer d'optimiser, placer
des bons combos, des bons pouvoirs qui se combinent bien ensemble pour, quand tu fais une action, que ça te donne beaucoup d'actions possibles et combos comme ça. Ça reste un jeu pas si compliqué, je trouvais. Moi, j'ai joué principalement à 2 joueurs, puis ça durait 45 minutes. Donc, je trouve que le temps de jeu est excellent pour un jeu qui a quand même beaucoup de profondeur. Puis ça reste un jeu de cartes. Hein. C'est le jeu, c'est les cartes qui drivent le jeu. Le plateau, il est là. Oui, il y a des petits éléments, puis ça évolue et tout, mais ça reste que c'est un jeu de cartes. Faut aimer ce genre de jeu de cartes de combo. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est tellement zen comme thématique. C'est tellement. Je pensais pas aimer ça. C'est pas nécessairement une thématique qui m'attire, les oiseaux, mais j'ai vraiment envie d'y rejouer juste parce que c'était tellement beau de voir tous les oiseaux. Il y en a tellement différents. Les illustrations sont superbes. Donc, je comprends bien le buzz alentour de Wingspan. Est-ce que c'est un jeu parfait? Des jeux parfaits, ça n'existe pas, des jeux parfaits, Simon, mais on n'est pas loin. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus aucun autre jeu qui valait la peine d'être joué là, que Wingspan. Donc, Christian, maintenant, a les yeux exorbités, grands. Est-ce que tu as joué à Wingspan un peu? J'ai joué une partie de Wingspan. On était 3 joueurs. C'était très agréable. Mais disons que je rejouerais. Assurément, je rejouerais à Wingspan, vraiment. Mais dans le même genre, il y a quand même l'ancêtre Race for the Galaxy qui est un petit peu plus compliqué à expliquer, c'est sûr, mais je veux dire, l'expérience ludique joueur, disons, pour satisfaire le gamer en toi, et peut-être un peu plus réussi pour Race, pour quelqu'un qui cherche une expérience joueur plus stratégique, plus intense que Wingspan. Maintenant, c'est une question de goût, c'est une question d'envie. Si tu as envie de présenter ça à des amis joueurs occasionnels, Wingspan, all the way, là, vraiment. Oui, absolument. OK, bon, je vais y penser maintenant. J'étais convaincu que c'était le seul jeu qui valait la peine d'être joué, mais... À chaque fois qu'un nouveau jeu fait le buzz, c'est comme supposé d'être le seul jeu que tu as besoin dans ta vie, mais tu te rends compte que tu en as besoin de beaucoup de jeux. Ouais, c'est bon. Mais en plus, la saison 4, on va essayer d'être un peu plus gentil. Ah ouais? On a eu le mémo de ça, je pense. Non, OK, t'as préparé des chroniques cinglantes sur certains jeux ou... Comme à l'habitude, quoi. OK, c'est bon. Non, parce que, tu sais, on a maintenant des responsabilités plus sociales, plus grandes, et on est un peu plus limité dans ce qu'on peut Monsieur dire. le Président Simon Jutra, j'avais oublié ta mention honorable du début d'émission. C'est ça. Maintenant, on essaye d'être un peu plus gentil, de pas dire que les jeux sont terribles, puis tout ça. Donc, mais bon, peu importe, hein, on va continuer dans l'actualité. Christian, j'imagine que toi, tu as eu la chance de jouer à plein de jeux récemment. Écoute, ce à quoi je joue ces temps-ci, il y a beaucoup de Donjons et Dragons avec Fiston. Oh, wow! Cool. Ça doit être très cool, en fait. Honnêtement, c'est 100 fois plus le fun que je me l'étais imaginé. OK. Pas que je pensais pas que ce serait le fun, mais vraiment, je joue tout seul avec lui, c'est-à-dire qu'on a 20 minutes, on peut descendre puis continuer là où on était rendu. Oui. Les livres sont déjà sortis sur la table, puis on fait juste continuer l'aventure. Et ça me permet de retrouver un côté créatif dans le jeu que tu n'as pas dans beaucoup d'autres jeux, tu sais. Absolument. Un jeu de rôle, c'est totalement ouvert. OK, là, tu as dit absolument, je dois boire une gorgée de bière. Ah oui, c'est ça. Je vais essayer. J'ai oublié ma feuille de notes sur les mots qu'il fallait plus que je dise. Là. Je l'ai chez nous, elle est sur mon tableau, mais... Mais pour vrai, tu sais, là, je suis maître de jeu, évidemment, je mène l'aventure, puis je lui crée toutes sortes d'histoires qu'il vit. Certaines sont assez clichés, mais... j'ai une bonne banque dans ma vie d'histoires que j'ai lues parce que j'étais en littérature, que j'ai vues parce que j'ai vu des films, des séries télé. Un prophète intellectuel. mais tout ça, ça me permet de lui ramener ça à son échelle. Puis c'est vraiment le fun. Je lui fais vivre des émotions. Il est sur le bout de sa chaise. Il y a des combats. Il y a des parties roleplay. Puis il rentre vraiment dans son personnage. Je le vois hésiter dans des choix. Qu'est-ce que mon personnage ferait? Et puis là, vraiment, gros fun qui ne s'épuise pas. Et pire que ça, pire que ça. Philémon, parfois, donc, c'est le nom de mon fils, il joue à Donjons et Dragons avec les enfants d'Alexandre Major, mon ami du secondaire, avec qui, en 1992, on jouait à Donjons et Dragons. Alors là, c'est le cercle qui se continue. La boucle qui continue, c'est incroyable. Wow, très cool. En fait, en plus, je te tire mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment plate de jouer avec des enfants. Donc, je trouve ça le fun de voir des gens qui le font. Surtout, c'est une super belle activité par enfant. Puis, le fait que ce soit créatif, puis tu le pousses à penser, à réfléchir, mais pas en tant que lui, mais en tant que personnage fictif. C'est une belle immersion.
Moi, j'ai jamais joué quand j'étais très jeune, mais je peux voir tout le plaisir que j'aurais de jouer avec des jeunes aussi. Puis j'imagine qu'ils doivent sortir des idées que tu aurais de leur chapeau, des trucs que tu n'aurais jamais imaginés. Ben, on n'a pas des cinquantaines d'heures de jeu non plus, mais souvent, il va me surprendre dans son interprétation de son personnage. Tu sais, il va vraiment être fidèle. OK. Puis là, il joue un moine, donc quelqu'un tu sais, qui doit vivre pauvrement, puis tout. Puis il est fidèle. applique ça, Ouais, et- c'est ça. Tu sais, je veux dire, soit un gros paquet de pièces d'or, puis il en donne à tout le monde, puis il en garde très, très peu, juste le minimum pour vivre. Non, mais c'est assez surprenant parce qu'à cet âge-là, ce que tu veux, c'est Ouais, du tu veux le power cash, gaming. puis, tu sais. ouais. Fait que c'est très Super. cool. Ah, ben oui, ben belle expérience, en fait, Donjon Dragon. Je pense qu'on va en voir de plus en plus là, de jeux de rôle et de jeux, on le sait, les jeux narratifs. C'était la tendance en 2018. Est-ce que ça va continuer en 2019? On va voir. Et toi, Simon? Ben oui, Quoi ben, t'as joué? moi, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, je dois l'avouer. J'ai été bien occupé et tout ça, mais je suis en train de faire la campagne de Détective. Détective L'As d'Or, bien entendu. Un jeu de Nice. Ignacy Cevicek, un jeu polonais absolument extraordinaire. Donc, Détective, c'est quoi? On va jouer des genres d'enquêteurs du FBI++. Là, tu sais, on est comme la division secrète du FBI. Quand c'est trop tough pour le FBI, il appelle Antares, qui est bien entendu notre agence ultra pro de détective. Et comment c'est fait le jeu? C'est une campagne. Donc, tu vas jouer 5 scénarios qui se suivent. Sont interdépendants aussi. Fait que c'est quand même cool. Tu sais, tu veux vraiment garder tes notes du scénario d'avant. Tu fais des mind maps sur les murs. T'as des petites ficelles, là, puis tu inventes tout ça dans ta tête. Et ce jeu-là aussi, il y a une utilisation du téléphone qui est assez particulière. On va se dire, bon, dans plein de jeux d'enquête, maintenant, on utilise le téléphone et tout ça. Je trouve que Détective le fait très bien avec un genre d'application de recherche dans lequel on va trouver de l'information supplémentaire. Donc, toutes les fiches de tous les gens qu'on va rencontrer, ben, on va dans Antares, la base de données, on tape le nom de la personne et on a la fiche du personnage. Donc, tu n'es pas obligé de prendre tout en note, puis c'est quand même bien fait. Des fois, tu as des petites vidéos qui vont sortir. Des fois, tu as des rapports d'interrogatoire. Donc, tu as plein de choses. Des fois, tu as des cartes de villes qui vont apparaître. Et en plus, ils ont poussé ça un peu plus loin. Dans le jeu, il y a beaucoup de connaissances générales, si on veut, que tu peux aller chercher sur Internet aussi. Donc, ils vont faire des références à tel régiment de guerre nazi dans la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu as un petit icône à côté dans le texte qui dit ça, tu peux aller chercher sur Internet. Et ça, ils vont pousser ça tout au long aussi des campagnes. Vraiment très cool, en fait. Tu vas chercher sur Internet, mais c'est pas une base de données du jeu ou c'est vraiment. Tu vas sur Wikipédia ou whatever. Là. Antares, c'est une base Ok, de données fait que tu qui est vas créée pour sur- le jeu. Ah, ok, c'est C'est vraiment ça. ça. Ok, Fait que parfait. je pense que 90 ou 95 des informations que tu as besoin est Ah, ok. dans leur base de données interne. Mais maintenant, ils t'amènent à aller fouiller un peu plus loin avec c'est ça, des organisations, des régiments. Puis c'est vraiment cool. Ouais, puis en fait, je veux pas trop divulgacher parce que c'est quand même un jeu que tu peux jouer seulement une fois. Mais dans le scénario 3, il pousse vraiment l'idée d'aller chercher sur Internet des choses. Et là, tu es vraiment sur Wikipédia, puis tu tapes des affaires, puis là, tu fais des liens entre des trucs. Il y a une espèce de comptine qui va te donner des indices. Très immersif. On retrouve vraiment l'esprit de Sherlock, détective conseil. Donc, tu dois prendre des décisions chaque tour. Tu es limité dans le temps par rapport à ça. Vraiment bien écrit, bien fait, des bons niveaux d'enquête. Là. Souvent dans les jeux d'enquête, soit que c'est trop facile, soit que c'est un peu impossible. T'es comme ça, on n'aurait pas pu l'avoir. Là, vraiment, on arrive à bien s'en sortir. On joue à 2 avec ma femme et en fait, ça nous fait des super belles soirées. Vraiment très cool. D'ailleurs, la dernière fois, Christian m'a appelé et j'ai dit désolé, Christian, on peut pas parler ce soir. Je suis en pleine partie de détective. Alors, Ignacy Cevicek, qui est toujours on va le dire comme ça, le polonais de l'heure dans le monde du jeu. Je pense que polonais devrait être sur la liste aussi. Hein. Peux-tu... Des mots qui dit trop. Ah, polonais. Je pense qu'elle va Fait commencer. qu'on boit à une faire- gorgée de bière. Mais bon, Détective, je vous le recommande. C'est pas un jeu qui a gagné pour rien. C'est sûr que c'est beaucoup de lecture. Donc, jouer à ça dans un environnement calme, dans votre langue naturelle, vraiment recommandé parce que c'est beaucoup de lecture. Est-ce que c'est long? C'est ça ma question. Est-ce que c'est comme un scénario de Sherlock où tu dois prendre 3 heures, 4 heures devant toi? Ou... Ben, dans les règlements, ils disent préparez-vous au moins 3 heures Ok. pour faire une séance. Moi, je joue vite. Ma femme est quelqu'un qui joue aussi très vite. Je dirais que nous, on n'a pas passé plus que 2 heures sur un scénario. On les a toutes réussis jusqu'à maintenant. Mais
on joue à 2 joueurs, tu peux jouer jusqu'à 5 dans le jeu. Ouais. À 5, si tu as quelqu'un qui brette un peu, qui est comme, mais on pourrait aussi aller rencontrer tel Chinois qui vend des pots en cire, genre. Là, t'es comme, OK, tu sais, ça peut devenir un peu long. Par contre, dans Sherlock, t'es illimité, ton temps est illimité, alors que dans Détective, t'as quand même une vraie limite d'action que tu peux faire. Okay. Fait que tu peux pas tout faire. Et il y a aussi plus de stratégie parce que tu te déplaces dans des lieux, mais dans les lieux, souvent, tu as plusieurs actions que tu peux faire. Fait que tu veux regrouper tes actions de façon stratégique. Je voyais des gens sur Internet qui disaient on a perdu 3 fois dans le premier scénario. Donc, j'étais un peu mal pour eux. Mais c'est possible aussi. Il y a aussi l'aspect stratégique de la chose. Il n'y a pas juste résoudre l'enquête. Okay. Il y a aussi s'organiser bien à ce niveau-là. Fait que, ouais, Détective, je vous le recommande fortement. Ouais, Christian? Oui, une petite dernière peut-être. Ben J'ai joué hier soir avec vos ennemis de Etugame. Ouh, la machine! Non, mais j'ai joué au jeu L'Agent Jean, le castor en cavale. Mais surtout, j'ai joué avec Alex A., qui est l'auteur, le créateur de la bande dessinée, le dessinateur. Et c'était vraiment cool parce que lui... Il est le gars qui a joué beaucoup à du jeu vidéo, mais pratiquement jamais ou extrêmement peu à du jeu de société. Puis tout à coup, dans les derniers mois, là, il est tombé un peu dans l'enfer. Ben, c'est ça. Là, il a découvert Mysterium, il a trippé. Là, il est allé dans les magasins de jeux. Trouvez-moi des jeux un peu comme Mysterium. Puis là, il se met. Puis là, il veut découvrir. Puis il regardait la boîte de Stay Cool. Puis il est resté pour jouer avec nous après ça à Stay Cool. Puis là, il dit des cryptos, ça a l'air cool. Fait que vraiment, c'était drôle de voir ce créateur-là. Puis une autre personne du showbiz québécois, en tout cas, ou du monde des artistes, puis là, qui s'emballe sur les jeux. Ouais, c'est ça. Puis... Fait que c'était vraiment le fun. Petite anecdote que je voulais raconter, tout simplement. Et l'agent Jean, tu peux nous en parler juste un petit peu du jeu? Ça me rend curieux. Là. Je connaissais pas beaucoup la BD, mais j'étais curieux de voir le jeu. Comment tu adaptes une BD en jeu et tout ça? Bien, nous, ce qu'on a voulu adapter, c'est vraiment l'esprit de la bande dessinée. C'est-à-dire que on s'adresse à un lectorat. Donc, tout d'abord, on ne s'adresse pas nécessairement à des joueurs à la base. Après ça, un lectorat assez précis, des jeunes qui ont entre 7 et 12 ans. Et même, ça va plus loin, ça va dans le produit lui-même de matériel. Parce que on fait un jeu de société, on fait des pions, puis un plateau, puis tout. Mais non, parce que c'est un produit, l'Agent Jean, qui est 13 $ en boutique, la bande dessinée. Okay, fait que tu veux rester dans une gamme de prix qui est assez similaire. C'est ça, le range est ça. Fait qu'il fallait avoir un jeu, nous, qui était 20$ taxine. Fait que c'est ça. Bon défi. Oui. Donc, il fallait que ce soit un jeu de cartes. Puis là, on s'est dit, bon, quel mécanisme de jeu tous les gens qui jouent à des jeux de cartes connaissent? C'est à peu près le jeu de pli, le jeu de levée, genre dame de pique, ces affaires-là. Puis si le petit garçon ou la petite fille joue avec sa grand-mère, la grand-mère a joué un jeu de levée, elle ne sera pas trop dépaysée. Mais on voulait que ce soit quelque chose que les gens connaissent. Puis on a voulu aussi enlever à peu près tout ce qui est contraintes et règles pour que la petite sœur, qui a 4-5 ans, puisse jouer, même si elle ne gagne pas puis qu'elle joue mal, elle joue. Un peu, c'est tout le génie d'un jeu comme Sushi Go. Ouais. Ma fille qui a 5 ans, elle ne comprend rien de ce qu'elle fait, mais elle joue à Sushi Go puis elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas tricher. Ouais. Parce qu'à ton tour, tu joues une carte puis tu mets n'importe laquelle. Puis elle ne peut pas tant ralentir le jeu ou comme créer un peu des problématiques dans la fluidité du jeu. Là. Fait que dans l'Agent Jean, tu joues une carte à ton tour, n'importe laquelle, même si c'est un jeu de levée, tu n'es pas obligé de suivre dans la couleur qui a été mise. Il n'y a aucune contrainte sur la carte que tu joues. Ça, c'était comme dans notre esprit. Mais on voulait quand même, on est des joueurs qui aient des petits aspects stratégiques, ce qui fait qu'à la fin de la manche, oui, si tu as gagné plus de levées, probablement que tu vas gagner, mais il y a un petit système de majorité puis de minorité qui est là, puis tu fais plus 5 si tu avais le moins de verres, puis blablabla. Fait qu'on a voulu se faire du fun, parce que nous, c'est un jeu auquel on voulait avoir du fun à jouer au Scorpion Masqué sous l'heure du midi. Oui, OK. Puis on voulait que l'enfant de 8 ans ait du fun à jouer. Ah, très cool, très cool. Puis ça, est-ce que c'est sorti ou... Oui, c'est sorti le vendredi 22 mars. Ah, OK, fait que ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, puis là, ça fait un malheur. Écoutez, je vous donne les chiffres. On a placé 10 000 jeux dans les boutiques québécoises. Oh wow, Ouais. Oh wow. Mais on le sait bien, le Scorpion Masqué, c'est succès après succès à chaque fois. Jeff, t'as sûrement joué à d'autres choses, toi, ces temps-ci? Ben, écoute, j'ai envie de parler d'un autre jeu qu'on a joué ensemble et que ça fait un petit bout. Wouhou! Et je parle de ta nouvelle acquisition de jeu. Oh oui. Et c'est bien sûr le jeu My Little Sight. My Little Sight. Quel chef-d'œuvre. chef-d'œuvre!
Wow! Wow! Magnifique. Wow! Ok, alors- De loin dépasse le jeu original. Là. Ah non, mais on s'entend Side, tout le monde s'entendait pour dire que c'était terrible. C'est assez l'unanimité. Là. Ben oui, en fait, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui m'a dit que Side c'était bon. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'on soit quand même positif, là, donc c'était, tu sais, on a peut-être vu une ou deux C'était personnes. correct, c'était correct. C'était correct. Mais là, Mais là, My Little Sight, My Little ça, c'est Sight. solide. oh Solide. my God! On a joué 3 parties en une soirée. de suite, on fait De jamais suite, ça. 3 parties de suite. Il était un jeudi soir, un soir de semaine. On a commencé à jouer à 8 heures. On a joué 3 parties de suite. C'est un jeu d'échecs, ça. C'est un jeu d'échecs, ce jeu-là, à plusieurs joueurs. Là. Ah ouais, non, Serré, là. c'est bien fait, c'est élégant. Pour de vrai, en fait, vous pensez sûrement qu'on niaise en ce moment, mais on niaise pas du tout. En fait, Christian, il est comme, vous niaisez, là. Vous êtes pas sérieux, les gars. Non, on est très sérieux, en fait. C'était excellent. En plus, le jeu est magnifique. Oui, exact. C'est simple, mais c'est quand même stratégique. Puis t'as le côté... Je dirais pas que c'est le jeu le plus stratégique de tous les temps. Là. Tu peux te faire avoir, mais c'est quand même le fun. T'es comme, je peux remonter, il va-tu m'avoir? Ça dure pas longtemps, une partie, 45 minutes, t'as fait le tour. On a fait 3 parties, on était 3 joueurs. Chaque joueur a gagné une partie. Donc, ça nous amenait... Puis toujours avec des stratégies différentes, en fait, un peu à la façon de Sight. Plein de manières de faire des Assez points. serré. Puis en fait, c'est un jeu qui il doit y avoir beaucoup d'égalité. Ils le disent même dans les règles, en fait. Ouais. C'est un jeu que ça arrive souvent qu'il y a une égalité en fin de partie. Donc pour de vrai, c'est une surprise, en fait. Je l'avais acheté en joke. Puis j'ai pas du tout été déçu. En fait, j'ai été très heureux de vendre mon site pour m'acheter My Little Site. Bon, on exagérait peut-être un petit peu. de vrai? Moi, personnellement, j'ai aimé Side quand même. Mais on dirait qu'avec le temps, les jeux qui durent plus d'1h30, 2 heures, c'est plus dur à mettre sur la table. Faut que ça soit vraiment bon. Tu sais, oui, puis j'ai pas... je les sors pas aussi souvent qu'avant. Puis on dirait qu'un jeu qui, en 45 minutes, 1 heure, va me donner l'expérience d'un jeu de 2 heures aussi serré, ben on dirait que c'est ça que je vais privilégier. Mais de la plus preuve, en c'est qu'on a plus. fait 3 parties. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, dans My Little Sight, c'est sûr que c'est pas pareil que Sight. Puis, il y a bien des choses qui sont pas là. Mais t'as les mécaniques qui sont là. T'as une mécanique qui est super intéressante de gestion de ressources. Puis, t'as l'essence du jeu qui est là. Puis, mais pour vrai, moi c'est vrai que j'ai plus aimé ça, par contre. Mais Sight, c'est drôle parce que tu en reviens exactement au conseil. The conseil que je donne depuis 2 mois à peu près à tout le monde, à qui veut bien l'entendre sur le game design. 2019, The Conseil! Ouais, inspiré de 2018, mais bon, c'est de réduire l'unité de temps de jeu. Je dois l'avoir dit peut-être sur ces ondes dans le passé, mais c'est parce que il y a plusieurs succès. Évidemment, il y a des jeux qui durent 2 heures, 3 heures, qui connaissent beaucoup de succès, mais je remarque que quand un jeu peut se jouer en 40-45 minutes et qu'on enchaîne les parties, revenons-en, Race for the Galaxy, qui se joue en 30 minutes, en fait. Mais tu peux en jouer 4 de suite. Oui, c'est ça. Mais écoute, pensons aux jeux vidéo. Angry Birds, bon, qui n'est plus un jeu d'actualité comme ça l'a été, mais revient en 2010. Ouais. Candy Birds, Crush. Candy Crush. Mais Angry Birds, là, pour vrai, une game complète, c'est 30 secondes. Oui, 30 secondes. C'est vrai. Et pourtant, tu peux jouer pendant 1h30 sans t'arrêter à Angry Birds. Moi, j'ai joué comme un malade à Clash Royale. Il a fallu que je désinstalle 3 fois, que je m'y prenne partout. Comme la cigarette, là. Je me suis pris par 3 fois pour la désinstaller. Mais une game de Clash Royale, c'est 3 minutes. Chronomètre en main avec 3 minutes. peut-être une prolongation d'1 minute. Peut-être. Et je pouvais jouer 2 heures tous les jours. Ah ouais, t'es assis sur ton divan, tu regardes la télé, tu joues à Clash Royale. Une petite dernière. Tu joues à Clash Royale. Ok, là, si je gagne celle-là, j'arrête. Ok, non, je l'ai perdue. Okay, si je perds celle-là, je continue. Ouais, Si je ok. tout le temps. Ah, tout mais le temps. là, il y a le mode spécial. Je peux aller faire 2-3 parties de ça, Ouais, ça va ouais. me changer les idées. Ah, 2v2, magnifique. Mais là, t'as-tu le goût de le réinstaller? Parce que moi, je me cherche quelqu'un avec qui jouer. Non. Je retouche pas à ça pour vrai. Là. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie. Mais tout ça pour dire que quand ton unité de temps de jeu est très, très courte puis ton jeu est bon, tu crées une forte envie de rejouer, mais tu maximises tes chances d'avoir un succès. Absolument. Ouais. Une gorgée de bière. Ben, c'était un peu l'observation que je trouvais que j'ai fait. Puis avec les années, on dirait que c'est venu aussi, cette envie d'avoir des choses plus courtes, mais qui me donnent quand même la satisfaction stratégique derrière. Là. Mais en fait, tous les jeux pas tous les jeux, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de jeux que je trouvais qui étaient toujours un peu trop courts, mais c'est les jeux auxquels je reviens année après année, qui restent dans ma bibliothèque, qui reviennent sur la table. Est-ce qu'ils sont trop courts ou que justement ils s'arrêtent au moment où tu étais en train de... Exactement. Ils s'arrêtent exactement au moment où tu
tu dis, ah là, ça serait tellement cool si je pouvais atteindre ça. Donc là, la partie d'après, tu essaies de l'atteindre. Puis c'est une espèce de quête là, de l'inatteignable à un certain point où, je sais pas, mais c'est une caractéristique des jeux souvent qui sont bons et qui sont rejoués régulièrement. Tu sais, Seven Wonders, c'est ça aussi. C'était un jeu à 16 joueurs, hautement stratégique, en 30 minutes. C'est T'en faisais 3 dans la même soirée aussi. J'allais dire absolument, mais je suis bien d'accord avec ça. Ouais, non, il faut. C'est clair. Puis dans le fond, comme on disait, on n'aurait jamais fait de game de Sight à 8h30 un jeudi soir. Mais on a fait 3 games de My Little Sight qui a duré le même temps qu'une game de Sight, en fait. Voilà. C'est QFD. Magnifique. Peut-être un petit dernier point d'actualité de mon côté. On avait parlé beaucoup de cet événement-là avant les vacances. Les vacances de balado ludique, bien entendu. Et c'était le Game Jam de l'ETS. Moi, je suis... en fait, je sais pas, j'oserais pas dire ça, mais je capote sur les Game Jam, en fait. Moi, c'est une des activités que j'aime le plus faire au monde. Et dans le monde du jeu de société, il y en a tellement pas beaucoup, en fait. D'ailleurs, on est rendu au point où il y en a un par année à Montréal, et ça fait 2 ans qu'ils le font, et c'est le Game Jam de l'ETS. En plus, ils le font très bien. Pour de vrai, ils se forcent. C'est des gens qui sont dédiés à ça. Il y a à peu près 25 bénévoles. Ils ont du matériel. La nourriture est fournie. Ils sont vraiment dédiés. Ils sont là pour le plaisir de faire un game jam. J'adore ça. Nous, on était là. Notre équipe, on était là. Le thème cette année, les saisons. Donc, un thème pas nécessairement facile, mais très large, qui donne beaucoup de possibilités. Il y avait quoi? Il y avait 26 équipes, 80 participants, participantes. Ça commence à prendre de l'ampleur. D'après moi, ça va se reproduire l'année prochaine aussi. J'espère, en tout cas, parce que moi, j'adore les Game Jam, en fait. C'est un événement, dans le fond, pour la 2e édition qu'ils ont fait pendant Montréal Joue. Donc, je pense que ça va continuer d'année en année. C'est un bel événement qui s'est bien positionné là, dans le cadre de Montréal Joue. Fait que ça valait vraiment la peine. En effet, 2e année pour moi, j'étais là pour aider les équipes. Coach Chief! Coach! Essayer d'aider les équipes, les enligner, leur donner des trucs, astuces, essayer de les débloquer des roll and move traditionnels et les inspirer vers d'autres mécanique. Donc, c'est super le fun. Je me rappelle que tu as ghosté notre équipe, en tout cas. Je passais à côté de notre table, ils ne nous parlaient pas. On a besoin d'aide. Non. Ça a été du favoritisme, là. Pas vous autres. Bon, mais c'était vraiment très cool. Bravo à toute la gang de l'ETS. Je pense qu'il y a eu quand même des jeux assez solides qui sont sortis. Cette année, en plus, il y avait un beau trophée pour l'équipe qui gagnait. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, on a une bonne main d'applaudissements pour Photo Minute qui l'a emporté. Donc, c'était très cool. Merci beaucoup à l'ETS. Messieurs, on est maintenant rendu plutôt... est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une petite actualité finale à partager ou vous étiez prêts à passer à l'action? Moi, c'est bon. Passer à l'action, parfait. Donc, aujourd'hui, on est là, Euro... / les jeux allemands pour certaines personnes, versus Ameritrash, qui est un terme vraiment bizarre duquel on aura la chance de reparler un peu plus. On pourrait dire, mettons, les jeux américains à un certain point. Jeff, je pense que tu nous as préparé une mini-introduction juste pour nous parler un peu de cette distinction-là. On va t'interrompre quelques fois, probablement. Oui, c'était pas à m'interrompre. Surtout, c'était pour brûler tout ce que j'ai préparé. Oui, le gars, il a son manuscrit de 11 pages, même pas double interligne, 10 PX. Le but, c'est juste d'introduire les 2 termes, l'expliquer pour ceux qui étaient moins à l'aise avec ces termes-là. Faut pas oublier que c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Oui. Donc, toi qui nous écoutes, c'est ton premier épisode. Amuse-toi bien. Alors, aujourd'hui, on parle des Ameritrash et des Eurogames. Alors, qu'est-ce qu'un Eurogame? Certaines caractéristiques. Je commence par ça. Donc, premièrement, pour moi, dans un Eurogame, les mécaniques sont rois et la thématique n'est qu'un support visuel au jeu. Aussi, il y a peu ou pas d'élimination de joueurs. Il n'y a que très peu de chance et de hasard dans le jeu. Les mécaniques sont relativement plus simples ou plus clean que les Ameritrash. Et il y a peu ou pas d'interaction directe entre les joueurs. Et l'interaction entre les joueurs va surtout être de l'interaction qu'on va appeler indirecte. Dans la catégorie Eurogame, les jeux clés, les jeux phares, quelques-uns, pour en nommer quelques-uns. Évidemment, on a des jeux comme Catan, Porto Rico, Carcassonne, Tigre et Euphrates, Caylus, Power Grid, El Grande.
certaines des mécaniques les plus utilisées dans les Eurogames. On va parler de placement de tuiles, des jeux d'enchères, les jeux d'échange et de négociation, des jeux de set collection, de contrôle de territoire et évidemment de placement d'ouvriers, qui est probablement la mécanique la plus reconnue là, dans ce genre-là. Quelques auteurs qui auront été marquants pour le Eurogame, on parle de Rainer Knizia, Martin Wallace, Wolfgang Kramer, Stefan Fell, Jose Rosenberg et entre autres Klaus Tauber, mais beaucoup d'autres. Friedman Fries. Friedman Fries, absolument. Et on parle, une des particularités du Eurogame, c'est que c'est en fait né de... Je peux pas dire de comment est né le terme, mais de ce qu'on a compris, c'est que les Eurogames étaient une façon de parler des jeux allemands. Parce que pour un Américain, un jeu allemand, un jeu européen, c'est la même chose. Ils ne savent pas c'est quoi la différence. Donc, pour eux, c'est des Eurogames. On met tout ça dans le même bateau. Après ça s'est élargi. Puis, on a peut-être eu des termes comme les jeux allemands, les jeux français, des écoles un peu par pays qui sont apparues, qu'on a commencé à parler. Mais c'est surtout le terme là, Eurogame qui est resté pour englober un peu tous les styles là, européens. Pour le Ameritrash, on parle bien sûr que le thème est roi. Les mécaniques ne sont qu'un support pour la thématique. Autre caractéristique, beaucoup d'interactions directes entre les joueurs impliquent souvent de la confrontation. Le hasard est plus acceptable ou plus commun et contribue généralement à la thématique aussi. L'élimination du joueur est plutôt commune ou moins... c'est plus normal d'en voir dans ce genre de jeu. Et le temps de jeu est généralement remarquablement long. Pour les jeux marquants un peu, on va avoir des jeux évidemment comme Arkham Horror, Cosmic Encounter, Talisman, Twilight Imperium, Merchant of Venus, Battlestar Galactica. Pour les mécaniques, on va souvent avoir des roulements de dés, du jeu de rôle un peu, des contrôles de territoire, des jeux de confrontation et des mouvements, des grid movement mécanismes. Pour les auteurs, en fait, j'ai plus voulu parler de compagnie parce que généralement, pour les Ameritrash, pardon, on va souvent plus parler des compagnies qui vont fabriquer les jeux que des auteurs, contrairement à l'école européenne, évidemment. Donc, pour en nommer que quelques-uns, on a bien sûr Fantasy Fly, Game Workshop et Cool Mini or Not, là, entre autres, qui sont quand même des grosses compagnies étendards de ces styles-là. Et la particularité des Ameritrash, contrairement aux Eurogame, c'est que il va souvent utiliser des franchises, des grosses franchises qui existent dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans la BD. Donc, évidemment, des franchises comme Star Wars, Lord of the Rings, Civilization, les Cthulhu, Star Trek. Toutes ces franchises-là, généralement, vont être utilisées par les jeux américains. Évidemment, c'est une façon de nommer les jeux européens, les jeux américains. Avec le temps, est-ce que c'est encore valide, ce terme-là? Est-ce qu'on est encore là? Les jeux ont tendance de plus en plus à se mixer. On retrouve du jeu américain dans les jeux européens et vice-versa. Donc, où on en est maintenant? Ben, je pense que c'est le sujet de notre épisode, puis on va laisser Christian nous ouvrir ça, je pense. En fait, ce qui est le fun, c'est que Simon est un petit peu, j'ai comme dit un peu où j'allais me diriger, mais toi, tu as l'air moins au courant, fait que c'est drôle. Ça va être une surprise. Gêne-toi pas pour m'ostiner un peu. Mais tu as réagi sur Catan. Je l'ai vu. Non, mais c'est pas grave, on va s'amuser. Fait que moi, mon point de départ, c'était qu'effectivement, jusqu'en 2012, si tu étais un joueur de jeu intense, un passionné, ben très souvent, tu allais avoir cette discussion où tu allais entendre parler des jeux à l'allemande ou les jeux à l'américaine. Moi, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'en français, on dit plutôt des jeux à l'allemande, parce que les Français sont capables de faire la distinction entre Allemagne et Europe. Ce serait pas pire les Français. Ça, c'est un jeu euro, mais... Fait que, c'est ça. Tandis que les Américains, je vais faire une mauvaise blague, mais bon, sont assez poches en géographie, on le sait. Fait qu'ils ont appelé ça Eurogame. Je faisais la même lecture que toi. Ouais, désolé, Tom Vassal. Et puis, le terme Ameritrash, lui, si je ne me trompe pas, il a été revendiqué soit par un blog ou par certains joueurs, certains créateurs qui ne voulaient pas juste dire jeu à l'américaine, mais ils voulaient, parce que dans le mot Ameritrash, tu as trash, qui est quelque chose qui
disons, qui t'attaque, ou qui est fort, qui démolit, en fait, parce que tu l'as mentionné, c'est une caractéristique des jeux à l'américaine. Il y a souvent des conflits armés. Et donc, ce que je disais, c'est que jusqu'en 2012, c'était une discussion qui était souvent là, les jeux à l'allemande, les jeux à l'américaine. Évidemment, ce n'est pas tous les jeux qui existaient à l'époque qui allaient dans une catégorie ou dans l'autre. Tu sais, je veux dire, Jungle Speed, c'est pas un jeu à l'allemande, puis c'est pas un jeu à l'américaine. Absolument. Sauf qu'il y avait assez de jeux dans chacun de ces courants-là. Pour créer des genres. Là. Exactement. Ben, en fait, c'est là l'intellectuel arrive. C'est pas tant des genres que des courants. Mettons, si je te dis le romantisme, le réalisme et le classicisme, ça, c'est des courants. Si je te dis la poésie, le roman puis le théâtre, ce sont des genres. Oui, bien, c'est une belle distinction entre les deux termes. J'aime bien ça quand on utilise les bons termes. Je m'excuse. Ben non, mais c'est pas grave. On est là pour... Pour apprendre! Voilà! Nous sommes venus pour apprendre. Bon, mais comme je disais, c'était deux courants assez forts pour qu'on leur donne un nom. J'aimerais simplement rajouter peut-être des petits éléments à ce que tu as dit, mais tes définitions, je suis assez d'accord avec elles. Donc, dans le jeu à l'allemande typique, le but du jeu, en fait, ça va souvent être de construire quelque chose. Tu vas construire un réseau ferroviaire, une ville, un château, une cathédrale, quelque chose. Et le jeu va avoir une durée raisonnable. On vise l'élégance des mécanismes. Donc, souvent, l'explication va durer 5 à 10 minutes, tout au plus. Et ton but dans un jeu, en fait, tu ne vas pas avoir un jeu à condition de victoire. Tu vas avoir un jeu où on va mesurer ta victoire à l'aide de points de victoire. qui vont avoir différents noms. Mais sinon, le reste, j'étais pas mal d'accord avec toi. J'ajouterais aussi peut-être que les interactions directes sont créées par le fait qu'il n'y a pas d'espace commun dans un jeu à l'allemande. Bien souvent, chacun a son petit plateau devant lui sur lequel il développe sa colonie. Disons, pensons à Puerto Rico. Mais dans Puerto Rico, où est la colonie? Elle n'est pas là au centre, puis les joueurs ne se pilent pas sur les pieds. Quelques exemples modernes de jeux que j'aurais pu ajouter. Isle of Skye, Patchwork, Splendor. Un peu plus vieux, Vikings, qui est un excellent jeu. Vikings, un des jeux les plus sous-estimés, en fait, du répertoire. D'ailleurs, il y a eu une réédition il n'y a pas si longtemps. Pourtant, elle est autant passée sous silence que la précédente édition. Mais je crois, en fait, que la réédition de bons jeux, ce n'est commercialement pas une si bonne idée que ça. Mais c'est une hypothèse qui sera à vérifier. Un autre épisode. Un autre épisode, oui. Zuluretto, qui avait gagné le Spiel. Turn-in Taxi, qui avait gagné le Spiel aussi en 2006. Oh oui. Talouva. Les aventures postales. Le bailli. Istanbul, Talouva, Attica. Donc, pour les plus vieux d'entre vous. Dans le jeu à l'américaine, on va avoir, j'ajouterais simplement sur ce que tu as dit, le but, c'est d'atteindre une condition de victoire plutôt qu'à la fin, on va mesurer qui a fait le plus de points. Avec un rythme plutôt lent, où souvent les tours de jeu, au lieu comme du jeu à l'allemande où tu fais chacun une action à ton tour, dans un jeu à l'américaine, très souvent, tu vas avoir un certain nombre de phases que chaque joueur va traverser. Pensez à vos vieilles parties d'Axis Analyse où au début de ton tour, tu collectes tes revenus. Après ça, tu achètes des unités. Tu les mets sur le plateau. Tu les déplaces. Tu résous tes combats, puis tu achètes des technologies. Fait que toutes ces phases-là, elles étaient jouées, ce qui faisait que tu pouvais partir pendant 15 minutes, peut-être 20, puis après ça, quand tu revenais, c'était ton tour. Alors que dans le jeu à l'allemande, on a décomposé ça, puis c'est une action chacun. Au final, tu ne joues pas plus, mais ton rythme est bien meilleur. Donc, qu'est-ce qui va là-dedans? Ben, les jeux que tu as nommés. J'insisterai sur première et deuxième édition de Twilight Imperium, pas tant la troisième, on y reviendra plus tard. Fury of Dracula, Civilisation, tous les jeux 4X, c'est-à-dire les jeux dans lesquels on explore, on s'étend, expand en anglais, on exploite et on extermine ses adversaires. Et bien sûr, tous les wargames, c'est-à-dire ces jeux de guerre avec des cartes sur lesquelles il y a des hexagones, puis on déplace des petits bouts de carton qui symbolisent nos unités. Et la légende veut que dans un de ceux-là, si tu incarnes les Italiens, tu as besoin dans ta chaîne de ressources d'avoir plus d'eau parce que les Italiens mangent plus de pâtes, fait que ça prend de l'eau pour les faire cuire. Oh, wow! Ouais, mais le réalisme des jeux, des wargames, en fait, ça, c'est quelque chose de très poussé. Ouais, là. Puis des jeux américains, des Ameritrash en particulier, quand je disais que
les mécaniques étaient au service de la thématique. C'est que, au contraire, les jeux européens, c'est on va penser à la mécanique, on veut que ça soit clean, on veut que ça soit fluide et constant, alors que le jeu américain, c'est on a besoin de donner cette émotion-là, on va rajouter cette règle-là. On a besoin de faire que ça fit avec le film, on va rajouter cette règle-là. Donc, les règlements sont moulés alentour de la thématique, d'une certaine façon. Entièrement d'accord. Donc, évidemment, tout ça, c'est un spectre dans lequel chaque jeu se situe plus ou moins proche ou loin d'une des deux extrémités. Ouais, ben juste peut-être une mini parenthèse avant qu'on aille plus loin. Là, vous avez défini un peu qu'est-ce que vous voyez de ces genres-là. J'avais juste quelques petits points à mettre avant. Pour moi, le Wargame n'est pas un Ameritrash. Il y a vraiment une ligne marquée entre les deux. Pourquoi, en fait? Parce que l'Ameritrash a le côté réaliste, mais qui n'est pas aussi poussé que le Wargame. Dans le Wargame, ça va vraiment être le cœur du jeu, c'est le réalisme. L'histoire. Alors que dans l'Ameritrash, on va retrouver au cœur du jeu, et c'est pas moi qui l'invente, ça, c'est quelque chose que j'ai pris d'un autre auteur, mais et eux, ils disent le drama, en fait, le drama, mais l'excitation du moment, le fait d'exterminer un adversaire, le fait de la tension existante du roulement de dés. Et pour moi, il y a une différence quand même marquée entre les deux. Autre point que je trouvais quand même pertinent. Excuse-moi, je vais juste rebondir là-dessus parce que probablement qu'avant, la distinction d'un wargame d'un jeu de société n'était pas si présente, dans le sens qu'un wargame était un board game. Alors que maintenant, on fait la distinction de sorte qu'un wargame, c'est un jeu de société, mais qu'on ne considère pas comme un jeu de société, comme les jeux de société classiques. Et je rajouterais une mini précision. Ben, en fait, je ne suis pas que je suis en désaccord, mais en fait, le wargame, souvent, il est d'origine américaine et il participe à la même école. Tu sais, il est dans le même côté du spectre. Ah, moi, il est oui, peut-être mené vers à donner des jeux, les jeux américains. On s'entend qu'il est dans le même spectre, il est peut-être même le père de l'Ameritrash, à 100%. Là, ils sont pas loin. C'est juste qu'il y a quand même une petite distinction à faire les deux quand on les regarde maintenant rétroactivement. Absolument. Absolument. On prend une petite gorgée de bière. Donc, l'autre point que j'avais, que vous n'avez pas mentionné, j'espère que vous n'allez pas le mentionner plus tard, mais je me questionnais beaucoup sur pourquoi est-ce que, dans le fond, on a vu en Allemagne émerger tout ce nouveau courant de jeux non violents, non basés sur la destruction de l'autre. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront déjà compris, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire du jeu. En fait, on parle bien entendu de l'Allemagne post-nazi, post-Deuxième Guerre mondiale, bon, avec un petit 40 ans d'écart, bien entendu. Mais on sait qu'en Allemagne, tout ce qui était militaire, tout ce qui était jeu de guerre et jouets de guerre n'était pas... mais en fait, je pense même que c'était interdit. Je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, c'était du moins très mal vu à ce moment-là. Donc, ils ont dû se réinventer, en fait, et créer des jeux qui étaient plutôt basés sur le commerce, sur l'échange de biens, sur la transformation des matières. Et ça l'a amené, en fait, ça l'a créé le jeu moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, mettons 35 ans plus tard quand on le regarde. Je trouvais ça juste intéressant de le mentionner parce que c'est là-dedans qu'on baigne au quotidien. Ben, tu sais, on n'est pas des sociologues, mais bon, l'hypothèse est très séduisante de dire qu'en raison de la culture de la culpabilité qu'il y a eu en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on n'allait pas encourager des jeux guerriers où, ouvertement, tu allais écraser ou exterminer les autres. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, c'est l'œuf ou la poule? C'est-tu vraiment ça? L'hypothèse est séduisante. En tout cas, aux États-Unis, on sait qu'ils faisaient des jeux violents parce qu'ils étaient vraiment cool et ils éclataient plein d'autres pays. Donc, Christian, on va te laisser poursuivre. Ben, c'est parfait. Puis, continuez de m'interrompre. On va t'interrompre, t'inquiète pas. Alors, on est à la page 2 de 11 pour les auditeurs qui se demandent. Mais inquiétez-vous pas, on ne fera plus jamais d'épisode de 3 heures. Donc, comme je disais, tout ça est un spectre, puis tout ça n'est pas noir ou blanc. Puis on va trouver, par exemple, des gros jeux allemands qui sont quand même assez compliqués, qui vont prendre, je sais pas moi, 15-20 minutes à expliquer, puis qui vont durer 3 heures. Dis Macaire. Je pense notamment à Great Western Trail, qui est un des gros succès de l'année 2016. C'est quand même costaud pour un jeu à l'allemande. Et je vous inviterais à la maison, tiens, prenez les jeux que vous aimez, puis essayez de voir de quel côté du spectre il se situe. Là, c'est l'ancien prof en moi qui parle, mais c'est de voir à à la maison. Vous nous enverrez votre rapport. Et maintenant, j'aurais une question à vous poser, messieurs. Si je vous demande, c'est quoi le jeu dont on parle toujours dans les médias, légèrement initié,
pour présenter à la fois l'école allemande et le début de leur incalculable influence. Le jeu qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, qui a des millions... Non, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui a des milliers d'extensions, qui a remplacé le Monopoly dans le cœur des joueurs modernes, qui a été décliné dans 2000 versions. On parle de quel jeu? Catan? On parle de Catan, par l'auteur... Klaus Tauber. Ouais, je n'étais pas certain de comment le prononcer, fait que je te Fait laisse. que tu l'as mis, bonne technique. bonne, ça. Bonne technique. Alors, on se dit, Catan, il n'y a rien de plus allemand comme jeu. Ben, il n'y a rien de plus faux. Oh! What? Et je vous propose de vous expliquer pourquoi. Donc, Catan ou Colon de Catan, là, c'est le même jeu pour ceux qui nous suivent. Et j'aimerais commencer d'abord en parlant de l'utilisation de l'espace dans les colons de Catan et dans d'autres jeux aussi de Klaus Tauber, ce qui est un auteur qui est moins important aujourd'hui, mais qui, à la fin des années 90 et dans toute la première décennie de 2000, était vraiment un auteur très, très, très marquant, majeur. Je commence par un petit préambule et je parle encore une fois de mes études universitaires où j'étudiais la notion de représentation de l'espace dans la poésie et dans les romans et même parfois dans le cinéma. Et je me suis tapé un essai de Jacques Cabot, un spécialiste du roman américain, qui explique dans son essai La Prairie perdue qu'il y a 3 grands mythes fondateurs dans l'esprit américain. Il y a l'établissement en Amérique, la guerre d'indépendance, et le plus important, le 3e, c'est le mythe de la frontière. Oh, Star Wars est basé là-dessus. Star Trek surtout, en fait. Aussi. Donc, c'est quoi le mythe? Ben, c'est tout le Far West, en fait. Pendant quasiment 50 ans, je veux dire, on a repoussé petit à petit, parce que les colons s'étaient établis sur l'Est, et puis là, ben, on est allé poussé vers l'Ouest, puis le chemin de fer, puis les Indiens, puis tout ça. Y a-tu quelque chose qui caractérise mieux la psyché américaine ou leur culture ou leur folklore? Je te pose la question, JF. Ben, non, je suis d'accord, mais en quoi le lien avec les colons de Catan? Ben, Jeff n'est pas là pour la bullshit. Il est là pour le corps. Pas des faits, là, Non, on j'arrive, va Jack. discuter. Là. Bon, donc, et ça se poursuit jusque dans Star Trek. C'est quoi la devise de Star Trek? To boldly go where no man has gone before. OK. Donc, cet esprit de conquête se retrouve également dans la plupart des jeux dits à l'américaine qu'on a nommés plus tôt. Dans ces jeux-là, surtout les 4X, on va explorer, on va s'étendre, on va exploiter et exterminer. Est-ce que je viens de résumer la conquête de l'Ouest par les Américains? Tu viens de résumer pas mal l'histoire américaine. Donc, et à l'origine de ces jeux-là, de ces conflits, se trouve une région, un espace qui est vierge et qu'on va aller défricher et qu'on va exploiter. Les joueurs cherchent à prendre, à dominer le territoire. Et si ce n'est pas la finalité d'un jeu, sa condition de victoire, c'est au moins le moyen d'y parvenir, d'occuper le territoire. Occuper une région dans un jeu à l'américaine rapporte à son propriétaire davantage de ressources, ce qui lui permet de se développer plus vite et de prendre encore plus de territoire et de se développer plus vite et de prendre plus de territoire, et ainsi de suite. Il y a souvent un petit problème de rich get richer dans un jeu à l'américaine. Et là, peut-être que vous me voyez venir. Qu'est-ce qui caractérise la plupart des jeux marquants de l'auteur Klaus Tauber? L'occupation de l'espace. Exactement. Dans tous ces jeux, on part de jeux d'espace, de plateaux. Premièrement, il y a des plateaux communs, ce qui n'a pas bien souvent, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans plusieurs des jeux à l'allemande. Pensons à Puerto Rico. Et là, ici, il y a un plateau commun qui est presque toujours vierge et que les joueurs vont aller progressivement occuper ou coloniser, comme dans Catan. Les colons de Catan. Mettons. Alors, commençons avec justement les colons de Catan. Dans les colons de Catan, et là, j'espère que vous avez joué. C'est quand même un jeu important. C'est comme aujourd'hui quand quelqu'un me dit « Je tripe sur les jeux vidéo, mais qui n'a jamais joué à Mario Bros. » C'est comme « Ah! » Ouais, j'avoue que quand c'est Catan, je suis toujours un peu moins triste, mais bon. Oui, je sais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est un jeu qui, bon, à mon avis, peut-être un peu moins bien vieilli, mais qui a été important. Puis qui a C'est été un jeu marquant. fondateur. En fait, on pourrait dire la base des jeux modernes à un certain point. Voilà. Donc, bien sûr, dans Catan, il n'y a pas de bataille. Et tiens, vous pouvez vous moquer de moi, j'aime beaucoup l'autodérision. La première fois que j'ai lu les règles de Catan, j'ai terminé, retourné la dernière page, et là, je me suis dit, ben là, j'ai manqué un bout. Il y a des pages qui ont été arrachées de mon livret de lecture. Ils ne disent pas comment on va détruire les colonies des autres joueurs. Tellement habitué, tellement...
Mais c'est clair que quand tu n'as jamais joué à un jeu où tu te bats pas contre les autres, c'est un peu. Ça peut être dérangeant, en fait. Tu peux ne pas comprendre quel est le but du jeu. Et comme tu disais, dans les jeux à l'allemande ou à les euros, le but du jeu n'est pas le même que dans les jeux auxquels on a été exposé une grande partie de notre enfance. Là. Tout à fait. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas joué à Catan, je vous explique ça rapidement. Donc, on est des colons sur une île inoccupée, ou presque, parce qu'en fait, chaque joueur commence la partie avec 2 colonies et 2 petites routes. Votre but, c'est quoi? C'est marquer 10 points de victoire. Vos principales sources de points de victoire, placer des nouvelles colonies, améliorer vos colonies et les transformer en villes, avoir la route la plus longue et la plus grande armée. Vos colonies et vos villes ne peuvent pas être adjacentes à n'importe quelle autre colonie ou ville. C'est-à-dire que je ne peux pas être adjacent à moi-même ou même à un autre joueur. On est donc obligé de s'étendre très, très, très rapidement dans ce jeu si on veut gagner. La stratégie de rester dans son coin ne peut pas nous mener à la victoire dans Catan, contrairement à d'autres jeux. Je pense notamment à même un jeu important comme Eclipse, il y a quelques années, qui est un jeu plutôt américain, dans lequel tu peux avoir une stratégie où tu restes dans ton coin. Oui. Alors, d'autant plus que l'endroit où se trouvent nos villes et nos colonies détermine les ressources que nous récoltons. Et comme on a besoin d'un peu de tout, il faut s'étendre. Fait que vraiment, dans ce jeu-là, le but, c'est d'occuper le territoire. Et c'est très, très américain dans son esprit. Comme nos colonies bloquent la construction des nouvelles colonies, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de se placer de façon adjacente aux autres, sur les espaces adjacents. Donc, même les autres joueurs... Pardon, je recommence parce que ça, c'est une phrase qui n'a pas d'allure. Comme nos colonies bloquent la construction des nouvelles colonies ou villes des autres joueurs et que l'espace sur l'île est assez restreint, particulièrement dans une partie à 4 joueurs, je ne sais pas si vous avez déjà joué à 4, mais c'est rapidement très serré sur l'île de Catan, tu peux très rapidement te faire bloquer, coincer assez méchamment, tôt dans la partie, par malchance ou agressivité de tes adversaires, ou par un coup mal placé, et très tôt ne plus pouvoir t'étendre et prétendre à la victoire. Tu es vraiment foutu, puis tu ne pourras pas faire grand-chose de toute la partie. Ça, c'est chiant. Éliminé au premier tour à loup-garou. Mais ça, normalement, tu ne trouves pas ça dans un jeu à l'allemande. Mais c'est rare que tu vas être pénalisé pour ce genre de choses-là. Par contre, de ce que tu nommes là, c'est beaucoup de l'interaction indirecte. Ouais. Pour moi, c'était ça aussi. Oui, par contre, c'est vrai que dans Catan, c'est particulièrement cruel. Puis ça peut être long, une partie de Catan, si tu n'as pas arrivé à étendre tes territoires. Ça peut être... Comme tu commences avec 2 colonies, tu t'es dispersé de sorte que ça se peut que tu t'en fasses bloquer une, mais rarement les 2 au point où tu peux vraiment rien faire durant toute la game. Donc, oui, ça a le potentiel d'arriver, mais ça reste, à mon avis, dans de très rares cas. Et peut-être, si tu joues avec des joueurs qui sont spécialement agressifs ou expérimentés. Puis un nouveau, on le cible, puis on le met dans un coin. C'est sûr que ça peut arriver, puis je suis d'accord avec ça. Mais en effet, pour moi, c'était un petit peu plus d'interaction indirecte, qui est peut-être plus violente que l'interaction indirecte qu'on a habitué dans les euros, par contre. Oui. Mais comme je dis, je suis là un peu pour qu'on s'ostine parce que me semble on le sait. On te fait confiance pour bien l'idée ça. L'autre jeu dont j'aimerais vous parler, du même auteur, et c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vous recommande fortement d'y jouer, c'est Richard Cœur de Lion. Ça a l'air tellement cool. Tu m'en as parlé l'autre fois. Je vais te laisser en parler plus, mais je suis emballé depuis que tu m'en as parlé. Là. À mon sens, c'est le meilleur jeu de cet auteur. On a un plateau de 144 cases, c'est carré, là, comme un échiquier, mettons, un 12 par 12, qui est généré au hasard en plaçant 9 pièces de 4 cases par 4 cases. Fait que si on fait le calcul, ça devrait marcher. Ce qui fait que les parties sont toujours différentes parce que ton plateau est généré au hasard, un peu comme Catan, mais comme ton hasard, il est calibré par tes tuiles qui sont des chunks, en fait, tu vas avoir pas de configuration aussi malheureuse que tu en as parfois dans Catan où il y a juste des 2 sur le blé. Puis la game, elle va être dull en tabarouette. La partie commence et, comme dans Catan, le royaume est à peu près vide, sauf que chaque joueur a mis 2 châteaux, je crois, et 2 chevaliers. Et le but du jeu, la façon de gagner, c'est un petit peu comme au Go, c'est de faire des domaines, des territoires qui t'appartiennent. Fait que l'action que tu vas faire le plus souvent dans ce jeu-là, c'est de placer des frontières, des clôtures, appelons-les comme ça, entre chacune des cases. Puis quand tu as fini d'encercler un certain territoire, tu profites de ce qu'il y a à l'intérieur de ce territoire-là, mais tu n'en profites pas avant que ce soit complètement fermé. Fait que vous aurez compris que plus le territoire que tu veux enfermer il est grand,
plus il va être payant. C'est difficile de l'enfermer, j'imagine. Mais plus c'est long puis difficile avant de le fermer, puis surtout, plus il va être vulnérable. Ah, comme au Go. Parce que dans ce jeu, tu peux, une fois que ton territoire est complet, t'étendre dans le territoire vierge qui est à côté ou même le territoire voisin qui a été complété par un autre joueur s'il y a moins de chevaliers que toi. Donc là, moi puis toi, JF, on est voisins, on a 2 domaines un à côté de l'autre avec une frontière, une clôture commune. Mais moi, je peux pousser la clôture de ton bord Excellent. si Si tu as moi, moins j'ai moins de chevaliers dans cet espace-là. Et tu peux venir carrément te voler tes mines, qui te donnent de l'or, qui te permettent de jouer des cartes. Et les cartes, c'est ce qui te permet justement de placer des chevaliers ou d'étendre tes clôtures. Fait que tu vas carrément couper les ressources de l'autre. Tu vas lui voler. Et ça, encore une fois, dans un jeu allemand, voler les ressources de l'autre. Ah, ça, c'est rare. Pas souvent. Tu peux même scinder un moment donné son territoire en 2, ce qui fait que son château, il y a toujours son territoire, mais comme la mine est maintenant séparée de son château, Il n'y a plus accès. il n'y a plus accès, elle fait plus partie de son territoire. C'est vraiment vache. Ben, voyons donc. Je sais plus si je veux jouer à ça. Finalement, hein. Nouveau Monde, un autre joueur qui s'appelait Entdecker en allemand. Alors, on a des petits bateaux qui arrivent dans une mer, ou plutôt un archipel totalement inconnu, qui est vierge, encore une fois, l'espace, mais cette fois-ci, il n'est même plus sur le plateau. Et là, vous allez me dire, est-ce que ça ressemble peut-être au jeu de Yves Tourigny qui s'appelle... Northwest Passage. Merci beaucoup. Expédition Northwest Passage. Auquel je n'ai pas joué, malheureusement. Quoi? Non, mais essayez d'en trouver un, c'est plus facile. Moi, j'en ai un chez nous. Ben, écoute, on y joue la prochaine fois. Oh oui! C'est un rendez-vous. Et donc, au début de la partie, il n'y a rien sur le plateau de Entdecker, Nouveau Monde, et on va piger des tuiles qu'on va placer sur les cases du plateau et on va former des archipels. Donc, encore une fois, on est devant un territoire vierge, mais cette fois-ci qui n'existe même pas. Et on va arranger ce territoire-là pour placer ces postes de payage aux bons endroits puis forcer les joueurs à nous donner de l'argent. Je terminerai avec un petit dernier, puis c'est encore la même chose. Elasun, paru en 2007. Elasun, c'est la première cité de Catan. Donc là, on est dans l'univers Catan, puis imaginons qu'on a colonisé l'île, puis que là, c'est la première grande cité qui va se développer. Fait qu'on a encore une case un peu comme un échiquier avec des quadrillés. Et puis, chaque joueur commence avec 2 bâtiments. Ah, il y a quand même des similitudes, hein? Un petit peu, oui. OK. Donc, chaque joueur a 2 petits bâtiments à l'intérieur de l'espace où on va construire la grande cité de la Sun. Devant chaque rangée de cet échiquier, appelons-le comme ça, il y a un nombre entre 2 et 12. Et au début de chaque tour, on lance 2 dés. Et tous les joueurs qui ont des bâtiments vis-à-vis le résultat des 2 dés, c'est-à-dire si j'ai lancé 5 et 3, ça fait 8. Donc, tous les joueurs qui ont un bâtiment vis-à-vis le 8 reçoivent soit de l'argent, soit de l'influence. OK. L'argent te sert à construire des bâtiments et l'influence te sert à mettre des permis qui vont te permettre de placer des bâtiments dessus une fois que tu as assez de permis. Donc, rapidement, les joueurs vont encore une fois tâcher d'occuper l'espace et de placer des bâtiments vis-à-vis les nombres les plus payants, c'est-à-dire 6 et 8, parce que le 7, comme dans Catan, il n'est pas là. Pour faire plus de cash, est encore une boucle d'un Rich Get Richer. Dans ce jeu, tout encore se passe dans l'occupation de l'espace. Et on va chercher à bien se placer. Le premier à 10 points gagne. Et quand on fait un 7 au dé, les pirates attaquent tous les bâtiments devant une rangée au choix du joueur actif, exactement comme dans le voleur de Catan, qui est encore une mécanique assez agressive où je peux placer un voleur qui me permet de neutraliser les ressources d'un autre joueur. Est-ce qu'on trouve ça vraiment dans un jeu à l'allemande, normalement, JF? On ne trouve pas ça. Il n'est pas satisfait. Jeff n'est pas satisfait. Mais là, dans le fond, juste pour être sûr, là, on arrive un peu à la conclusion de cette section, en fait, qui était l'occupation de l'espace, mais aussi beaucoup, tu as beaucoup parlé de l'interaction et on pourrait dire, en fait, le principe d'enculage entre les joueurs. Ouais. Donc, beaucoup d'agressivité, beaucoup de façons de nuire à l'autre joueur et ce qu'on retrouve effectivement vraiment pas souvent dans les jeux dits euros. Non, même les dés dans Catan, c'est pas quelque chose de commun. Puis c'est en fait une des choses qui fait que j'ai pas envie de jouer à Catan, c'est qu'il y a des dés, tu sais. Puis ça fait rappeler les vieux jeux, tout ça. Pourtant, il est utilisé de façon plus intéressante qu'un roll and move traditionnel, surtout si tu n'as jamais joué à d'autres choses. Mais c'est le truc qui fait en sorte que j'ai pas envie de jouer à Catan parce que la chance, le randomness des dés est trop présent pour moi. Il est déterminant, Il là. est déterminant et c'est pas classique et commun dans un jeu euro traditionnel. Je suis bien d'accord avec ça. Donc voilà, le premier chapitre, disons-le comme ça, et c'était le plus long, mais c'était vraiment l'occupation de l'espace. C'est très, très américain dans l'esprit, puis même dans les mécanismes de jeu.
La deuxième partie, beaucoup plus courte parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est l'agressivité, justement. OK. Donc, j'ai déjà expliqué dans Richard Cœur de Lion comment tu pouvais carrément détruire le royaume des autres. Dans Elasun, une fois qu'un joueur a placé ses permis pour, après ça, placer ses bâtiments qui vont lui rapporter enfin des ressources, tu peux lui voler ses emplacements. Oh! Et pas juste ça, même une fois que ton bâtiment est construit, quelqu'un d'autre peut arriver puis écraser ton bâtiment pour placer le sien par-dessus. Ce que tu ne verras Oh my jamais, jamais, jamais dans un jeu à l'allemande. On sent que la beauté des jeux à l'allemande, c'est que tu peux faire tes petites affaires de ton coin. OK, t'auras peut-être moins bien fait que l'autre, mais au moins, tu te seras pas fait saloper ta game. Ouais, il a tout perdre pour aucune raison. Mais c'est vrai, puis ce que tu dis, puis mettons, parlons de Wingspan tout à l'heure, tu sais, tu peux être moins bon que l'autre puis faire moins de points à la fin, mais il n'y a jamais personne qui va venir te voler tes oiseaux. Mes oiseaux. Il n'y a pas d'attaque. Tu vas pas perdre des points parce que tu as perdu des points à cause de tel type d'oiseau. Il n'y a pas de points négatifs. Tu sais, des fois, il y a ce concept-là aussi. Dans Elazun, si tu perds ton bâtiment, tu perds les points de victoire qu'ils ont associés et les ressources que ça va te rapporter. Ce qui te recule Pas un solidement. petit bonus, ça? D'habitude, tu perds quelque chose. Hey, je pense que tu as une compensation du coût de construction, mais c'est à peu près tout. Là. Des petites notes, là. Violent. Pas rien, là. Oui, très violent. Dans Catan, j'ai parlé du blocage, j'ai parlé du voleur aussi, qui neutralise les ressources des autres joueurs. Et vous souvenez-vous de la carte Monopole? Non. Dans Catan, il y a une carte action spéciale que tu dis Oui, c'est vrai. OK, tous ceux qui ont du blé, vous me le donnez tout. Oh! Fait que là, On n'est pas loin de Monopoly, là. Ben non, mais tu sais, c'est un classique dans Catan. Hey, je te donne 5 argiles contre un mouton. Puis tu fais des échanges de marde de même. Puis après ça, paf, tu joues ta carte Monopole. OK, tous ceux qui ont de l'argile, vous me le donnez tout. Hey, on dirait un échange à la Régent Houle du temps du Canadien. Oh! Vieille référence. Notre auditoire ne connaît pas ça. Voilà. Donc, et le voleur, le pirate, c'était aussi présent dans Elasun. Donc, ces dimensions-là, très agressives, se trouvent pas normalement dans des jeux à l'allemande. La structure du tour de jeu, ben ça, je l'ai un peu expliqué. Je me suis brûlé mon propre punch, mais c'est pas très grave. Mais dans un jeu à l'allemande, le classique, c'est que tu fais une action parmi un choix extrêmement réduit. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est Aventurier du Rail. Aventurier du Rail, soit tu prends des cartes, soit tu prends possession d'une route. Point. Une fois dans la game, tu vas aller chercher des nouveaux objectifs, peut-être, mais... Juste, en fait, une mini parenthèse sur le fait qu'il est en train de citer un jeu américain pour expliquer une mécanique à l'euro. Là. Mais on y reviendra tantôt, ça, de toute façon. Dans Puerto Rico, tu choisis un personnage parmi ceux restants. Il n'y en a jamais plus que 5 ou 6 sur la 6, mettons, je pense, dans Puerto Rico. Puis souvent, ben, quand ça vient à toi, il y en a juste 3 qui restent à la table. Fait que c'est extrêmement précis ce que tu vas faire. Puis une fois que j'ai choisi le personnage, mettons, je sais pas moi, le gouverneur, ben, ce sera à GF de faire l'action gouverneur. Il ne choisit même pas l'action qu'il fait. Il choisit la façon de la faire, mais tu ne choisis pas l'action que tu fais. Tout ça est très élégant. Ça donne un meilleur rythme au jeu, on l'a mentionné. Mais surtout des temps d'attente moins longs entre tes actions. Tu fais des plus petites actions, mais plus souvent. Hein. Donc, c'est plus. Ça te garde actif. Tu es toujours autour de la table. Tu es plus engagé. Alors que dans un jeu américain, je l'ai dit, tu collectes tes ressources, tu développes tes technologies, tu achètes des nouvelles unités, tu déplaces tes unités, tu fais des combats. Catan fonctionne plutôt comme ça. Effectivement. Catan, tu lances tes dés, tu fais des ressources. Après ça, tu peux échanger avec les autres joueurs, tu peux construire, tu peux acheter des cartes de développement, tu peux jouer des cartes de développement. Donc, tu as 5 ou 6 affaires que tu fais en ligne dans ton tour, contrairement à la structure du jeu allemand où normalement, c'est une action seulement. Ouais, ce qui rend les tours un peu plus C'est longs. pas nécessairement dans l'ordre, dans le sens qu'après avoir roulé tes dés, tu fais ce que tu veux. Là. Oui. Tu peux échanger, construire, rééchanger. Puis en plus, fait que c'est encore plus un chaos du fait que tu as plein d'options. Tu fais tout ça dans l'ordre de ton choix. C'est pas structuré comme un jeu C'est allemand. pas structuré. Puis il y a des tours dans Catan où tu vas rouler les dés puis tu vas rien faire. Puis d'autres tours où tu vas faire 5-6 choses. Fait que c'est super inconstant, qui est moins traditionnel. T'as raison. Mais on va quand même penser aux jeux comme Troyes et Mexica où tu as encore ce concept de points là, qui est à l'euro, on s'entend, mais qui a une structure de tour un peu plus spéciale. Mais bon, je veux pas qu'on complexifie trop la situation pour l'instant. Là, Mais qu'on ne voit plus des jeux comme Java ou Mexica. Exactement, des jeux de points. En fait, Des points d'action. Ben, ce Pandémie. qui est drôle, c'est que c'est Pandémie, c'est c'est le seul jeu c'est- de l'heure et encore actuel qui utilise encore cette C'est mécanique. toujours le même système. Mais l'affaire, c'est que dans Mexica, puis ça, c'est que tu avais comme 9 points, des actions dans Tikal, vraiment c'est 10 compliquées. actions, 10 action points à ton tour. Puis t'as des actions Ouais. qui te coûtent 5, t'as des actions qui te coûtent 3, t'as des actions qui te Ouais, coûtent c'est 2. ça. Donc, c'était quand même C'était du compliqué. génie. Mais C'est c'est très génie. vraiment bien fait, sauf que ça rend le jeu... ça rend le rythme vraiment pas fluide, en fait. Il faut vraiment que tu connaisses très bien le jeu pour y jouer d'une façon intéressante. Mon dernier chapitre, ce serait sur la liberté.
tu peux échanger très, très, très librement à Catan. Nommez-moi un jeu, puis là, vous allez peut-être me boucher, là, mais nommez-moi, à l'exception de Chinatown, un jeu où la négociation fait vraiment partie du jeu, un jeu à l'allemande, où que c'est vraiment, tu peux vraiment beaucoup négocier. Je dirais Lord of Vegas. Mais. Ouais, c'est plus de la diplomatie que de la négo, mais... Non, dans Lord of Vegas, Ouais. tu trades tes terrains, tu trades ton argent. Attends, est-ce que je me trompe? Ah, je me trompe peut-être de jeu. Vegas, dans la collection Aléa ou... Toi, tu parles peut-être de Showdown, Vegas Showdown? Ah non, j'hésite là. Mais quand je te Lord laisse of continuer. Vegas construit des hôtels, tout ça, et le cœur du jeu, c'est les échanges, en fait. OK. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. C'est juste que moi, je suis un fan de jeux de trade. Mais effectivement, Chinatown, c'est un des exemples les plus classiques. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont libres. Mais Catan, pour de vrai, pour moi, c'est un jeu extrêmement limité en trade. Mais bon. Mais qu'est-ce que tu peux négocier ou échanger quand tu joues à Agricola, Puerto Rico, Splendor, Century, Aventurier du Rail, King Dominoes ou Loreto? Rien pas tout. Rien, c'est ça. Ton jeu est super encadré. En fait, un jeu allemand par rapport à un jeu américain, c'est un peu la même chose que m'enseignait mon professeur de censure à l'université. Parce que oui, j'ai eu un cours de censure. Il existe deux types de censure. La première qu'on connaît le plus, c'est la censure proscriptive. Celle à laquelle on pense toujours. Tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu n'as pas le droit de montrer ça, puis on va... Voilà, exactement. Et ça, c'est très, très, je pense, dans l'esprit américain. Parce que tu as énormément de plein de petits points de règle dans un jeu à l'américaine. Tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Ah non, là, C'est t'étais sur une case verte. Là. Non, faut que tu roules un 2. Juste les tours pairs, par contre. Juste les tours pairs. Juste les tours pairs. Ouais. Voilà. Exact. Ah, mais là, t'en avais 3. Ah, fait que c'est correct. Ouais. Mais c'est Fait une case rouge. Le jeu américain... Non, mais c'est parfait, c'est ça. Le jeu américain, tu as beaucoup de choses que tu peux faire, tu as beaucoup de liberté, mais en même temps, pour être sûr que le jeu fonctionne, tu as 1 million de petits trucs que tu n'as pas le droit de faire. Fait que tu as 248 points de règle à retenir. Pensez à Arkham Horror, première édition. Là, t'sais. Un jeu est très bon, mais vous allez passer vos 5 premières parties dans un livret de règles de 40 pages, puis vous allez vous arracher les cheveux, en fait. Voilà. L'autre type de censure, c'est la censure prescriptive. Oh. C'est celle qui t'oblige à faire quelque chose. C'est beaucoup plus efficace. Le censeur te dit, tu as le droit de faire ça ou ça. Et quand tu arrives à faire ça comme, disons, on parle de littérature québécoise, le clergé au début du 20e siècle, c'est très simple. Il dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mon homme, du moment que tu parles de religion, du travail de la terre, d'agriculture, de la famille ou de langue française. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dans ces quatre-là. Voilà. Mais tu n'as plus besoin de rien interdire parce que tu as déterminé la limite du possible. Et j'ai l'impression des fois que le jeu allemand, il se situe un peu là. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu prends des cartes ou tu en poses. Le tout. Mm. Tu n'as rien interdit. Oui, absolument. Alors que Catan ne fait pas ça du tout, en fait. Te donne un éventail de choix avec plusieurs limitations. Exactement. Donc, le désir de liberté du jeu américain, ben, il vient avec cette lourdeur des petits points de règle, alors que l'élégance allemande vient avec les menottes. Hein, c'est une image, ça. Ben, là. c'est beau. Ça, pour de vrai, c'était très beau, en fait. Alors voilà, c'était une partie de ce que j'avais à dire sur les jeux de classe Tauber. Ils sont pas aussi allemands qu'on pourrait le croire. Bien sûr qu'au final, je vais me ranger avec... C'est des jeux Ouais. Ben, plutôt allemands, mais vraiment pas autant qu'on pourrait le croire. non, puis Catan a ouvert la porte aux jeux allemands, aux jeux euro, puis pour moi, plus aux jeux modernes qu'aux jeux européens, en fait. C'est pour moi, tu sais, Klaus Tauber, je le connais surtout à cause de Catan. J'ai pas joué beaucoup à ses autres jeux, mais Catan, il reste un jeu fort, un jeu clé qui attire les gens. Puis je pense que c'est ce mix entre le fait que c'est un euro et qui t'introduit du euro, mais qu'il y a des mécaniques américaines, un peu plus de forte interaction entre les joueurs, qui fait que c'est un jeu qui est plus populaire et plus vendu que les Aventuriers du Rail, alors que sérieusement, j'aurais cru que les Aventuriers du Rail remplacent Monopoly, alors que j'ai plus l'impression que c'est Catan qui remplace Monopoly. Ben, il y a peut-être des raisons historiques, parce que Catan est arrivé 10 ans avant, Aussi. les Aventuriers du Rail. Mais ce que tu viens de dire là, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, je veux dire, cette espèce de familiarité avec le côté américain fait peut-être que il rencontre plus de succès avec les gens qui connaissaient les jeux plutôt à l'américaine ou même sur le continent américain. C'est une hypothèse fort valable. On s'entend que c'est vraiment proche d'un Monopoly. Là. Je ne veux pas insulter les gens qui jouent à Catan. Non, là. exact. Je pense que ben, au niveau même de la thématique puis comment le jeu s'orchestre, il y a sûr beaucoup de que- similitudes. Là. C'est sûr que il est difficile pour du monde qui ont juste joué à Monopoly, tout ça, mais après une game, ils vont vouloir en faire une deuxième. Puis Ouais. c'est vraiment un des jeux qui a le plus
converti des gens aux jeux de société, en fait. Puis je pense que ce mix-là, un peu, le fait que c'est peut-être le premier jeu hybride, en réalité. Hein? Peut-être que... Oh, les gars, vous parlez de ça, mais dans le fond, le terme avait même pas été introduit encore. Là. Il est proto-euro Ameritrash. Mais juste pour dire que pour moi, c'est peut-être plus Wolfgang Kramer et Kessling qui vont représenter un peu le typique euro. Ben oui, c'est ça, des jeux avec 25 actions pendant ton tour. Puis, Oui, exactement, mais tu vois que ça a progressé puis qu'ils font plus ça maintenant. Puis je veux dire, Kessling a encore gagné un Spiel l'année passée. Puis je veux dire, c'est encore... Eux, ils sont encore là. Puis ils ont... Reworld! Reworld. Ça, c'est un Un tel chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre, mais bon. Oh, là, ça, c'est dur à trouver. Fait que, pour poursuivre, en fait, ce ne sera pas une longue section, mais j'aimerais reprendre un peu ce qu'on disait en introduction. C'est qu'on disait qu'il y a un certain temps, c'était une discussion importante, l'euro versus l'Améritrash, alors qu'aujourd'hui, le sujet a un petit peu disparu des forums de discussion. Pourquoi? Alors, bien sûr, la discussion ne s'est pas arrêtée instantanément. Puis là, cette date-là de 2012, c'est moi qui l'ai établie un peu arbitrairement, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, bien sûr, la discussion euro-Améritrash ne s'est pas instantanément éteinte le 31 décembre 2011. Mais, presque. À la fin 2011, vous vous souvenez d'un jeu très important? Il y a Eclipse qui est sorti. Et Eclipse, c'est peut-être c'est pas le premier, mais le plus important des Ameurotrash. Ouh, Ameurotrash. Un jeu à l'américaine pimpé par des mécanismes élégants de l'école allemande. Bien dit. Fait que c'est pourquoi je dis souvent que le jeu Québec, qu'on aime bien ici... Wow, Québec! L'édition 10e anniversaire Ah ouais, ça en vient, on réussit. Là, je pense qu'on va réussir à le convaincre. Là. Un jeu qui a des défauts que je reconnaîtrais. Mais, Québec? mais en fait, qu'il est arrivé peut-être un peu trop tard parce qu'on était sur la fin de la vague purement allemande. 2011, c'était le retour du balancier et des jeux à l'américaine. Eclipse, c'est un jeu à l'immense succès, dans lequel vous êtes une race extraterrestre et puis dans une galaxie qu'on va explorer. Mais dans le fond, tu parlais des 4X tantôt. Oui. Eclipse, c'est quand même un 4X by the book, mais qui intègre des mécaniques qui sont un peu plus euro. Là. Et donc, Eclipse, c'est un jeu à l'immense succès dans lequel on s'attaquait en lançant des dés. Il fallait obtenir un certain résultat, un 5 si je ne me trompe pas, pour faire une touche. Ça, encore une fois... Axis Analyze. Non, mais ce qui arrive, c'est que ce mécanisme-là, ça n'existait plus depuis la parution de la guerre de l'anneau en 2004. Entre 2004 et 2011, cherche un jeu à succès dans lequel tu brasses des dés pour toucher l'adversaire dans une bataille. Il n'y en a juste pas. Ça faisait 7 ans que c'était banni, honni, interdit, que ça te vouait à l'excommunication. Et oui, Eclipse, c'est américain, mais on sent dans ce jeu une forte influence allemande que je ne prendrai pas le temps de définir ici, mais surtout parce que j'ai jamais fait l'exercice un peu aussi. Mais c'est indéniable. Le design du jeu, visuellement, son ergonomie, ses mécanismes, sa fluidité, une action chacun notre tour, une très grande partie de son succès, c'est parce qu'il a intégré les leçons allemandes. Et si en 2007, 2008, on regarde le top 10 de BGG, on retrouve à peu près juste des jeux à l'allemande, Agricola, Puerto Rico et compagnie, Power Grid, Fukenschlag. Et aujourd'hui, si on le regarde, le top 10 de BGG, on retrouve beaucoup plus de jeux d'origine américaine. Star Wars Rebellion, un excellent jeu, mais un excellent jeu américain parce que le thème est là, ça dure assez longtemps, c'est assez compliqué. Mais au final, la mécanique principale de Star Wars Rebellion, c'est quoi, JF? Un card-driven game? Non, c'est un placement d'ouvriers. Tu places... Lequel, ça? Star Wars Rebellion. Ah, OK. Le jeu... Ah, tu n'as pas joué. Oups! Alors, j'ai raté mon affaire. Mais c'est pas grave. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers. Tu as les personnages principaux, Luke, Darth Vader et compagnie, et tu vas les placer sur les planètes pour faire des actions, comme dans un Kélus. Scythe, entre l'euro et l'américain, tant dans le thème agrico-guerrier que dans ses mécanismes. Parce que tu regardes une couverture de Scythe,
t'as genre une peinture de Van Gogh en avant, là, avec les bonhommes qui ramassent des patates. Puis en arrière, T'as les gros mecs robots. dans la prairie. est un peu la même chose sur le plateau aussi, parce que, oui, il y a une notion guerrière, mais qui est vraiment au deuxième plan. On se dit que c'est secondaire. Là. Les Ouais. combats dans Side, c'est pas l'emphase. L'emphase du jeu n'est pas mis là-dessus. Non. Là. Terraforming Mars. Ouh! Terraforming Mars, c'est très intéressant parce que... Qu'est-ce que tu en penses de Terraforming Je suis Mars? juste vraiment excité d'en Ah, parler. c'est bon, tu sais. c'est bon. Moi, j'adore Terraforming Mars. C'est des petits cris à chaque Ben, fois. c'est parfait. Alors, c'est drôle parce que, je sais pas si tu as vu la critique de Shut Up and Sit Down. Non? Ils ont un peu, vraiment, pas été gentils avec le jeu. Quoi? Ah oui! Mais attention, c'est là que peut-être c'est intéressant. Eux, ils ont dit, c'est pas un super bon jeu pour 1 €, puis si je veux jouer, et je vais pas lui donner une bonne critique, parce que si je veux jouer à 1 €, il y a 20 autres jeux auxquels je jouerais avant. Mais c'est pas 1 € Terraforming Mars. Ben, je suis d'accord que c'est pas un euro pur et dur. Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont raté ça, Terraforming Mars. Là. E2 Game l'ont même pas mis dans leur top en 2016. Là. Donc, tout le monde peut se tromper. Là. Non, mais c'est pas 1 €. Tu as 200 cartes à apprendre. Tu as un thème très bien senti, des parties longues, beaucoup de points de règles, vraiment. Puis tu as un Rich Get Richer parce que plus tu fais de points, plus que tu as d'argent pour faire des points, pour faire d'argent, pour placer des cartes. Ouais, mais là, blablabla. Shut Up and Sit Down, ils me déçoivent un peu. En 2016, ils vont dire, ben là, on va pas jouer à ça parce que c'est pas 1 €. Probablement, ça n'a jamais été dit que c'était 1 €. Mais. Le genre de jeu où il y a beaucoup de cartes, puis c'est les cartes qui drivent la game. Puis c'est un peu comme Wingspan pour moi, là, dans le sens que c'est le même feeling que oui, tu as un plateau, oui, tu as des positionnements puis de la stratégie, mais au bout du compte, c'est vraiment les cartes qui drivent ta game. Puis la lecture de cartes, puis d'avoir aussi autant de combos, de cartes qui synergisent entre elles, ça, c'est typique du Américain. Mais les jeux de Oui, cartes de du combo, tu sais. c'est sûr qu'on va se trouver beaucoup du côté du Ameritrash. Ouais, là. Bien souvent. Twilight Imperium 3 et 4, bien, 3e édition et 4e édition, le système d'action central, il est copié sur Puerto Rico. L'auteur ne s'en cache même pas, il l'a écrit dans ses règles. OK. Fait que c'est dans les règles ou c'est dans un blog que j'ai lu, mais bon, non, mais il l'a affiché. C'était clair. Il là, a affiché c'était- publiquement que c'était inspiré de Puerto Rico. Gloomhaven. Donc là, je vous nomme tous des jeux qui sont dans le top 10 de BGG ou à peu près, Oui. qui sont des jeux plutôt américains, mais dans lesquels on retrouve une forte dose de germanosité. Je donnerai le néologisme. Gloomhaven, c'est un jeu à l'américaine, on s'entend, mais d'influence allemande. Écoutez bien, son système d'action, vous avez déjà joué à Gloomhaven ou Jeff, oui. Jeff, oui, OK, pas toi. Non. Je vais te parler un peu. Oui, c'est bon, je suis là. Je suis Pas prêt à être converti. Le système d'action, il est contraire à l'esprit américain. Dans un dungeon crawler classique, HeroQuest, Descent, Imperial Assault et compagnie, tu disposes d'un certain nombre de points d'action que tu peux dépenser pour te déplacer puis attaquer comme tu veux. Gloomhaven, c'est contrairement l'opposé. Tu vas jouer 2 cartes de ta main, tu fais un effet d'en haut et un effet d'en bas, parce que chaque carte dispose de 2 effets, un en haut de la carte puis un en bas. Puis tu es obligé de faire un effet en haut puis un effet en bas. Et tu fais les choses exactement comme j'expliquais. En fait, tu n'as pas de liberté par rapport à ces actions-là. On te dit vraiment, déplace-toi de 2, fais une attaque de 3, puis redéplace-toi de 2. Tu ne peux pas changer l'ordre, c'est exactement comme c'est là. Et on est un peu comme quand je parlais de prescriptif et proscriptif. Comme dans un jeu allemand, cette partie-là de Gloomhaven, qui est tout le cœur du jeu, tu es obligé de faire comme le jeu dit, tu n'as pas la liberté du jeu américain habituel. On pourrait nommer aussi Through the Ages. Est-ce que c'est un jeu à l'américaine ou à l'allemande? Je ne sais pas, mais c'est plutôt américain dans l'esprit, mais avec de l'élégance allemande. Et tout ça pour dire qu'en revanche, et là c'est un petit éditorial, c'est un truc ressenti, c'est pas scientifique du tout, mais les Allemands, à mon avis, malheureusement, très humble avis, mais ils n'ont pas su évoluer comme les jeux américains. Et quand on achète un jeu de Queen Game de Hansing Group en 2018, on a un peu l'impression qu'on aurait pu l'acheter en 2007. C'est triste parce que c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que de plus en plus, cette hybridité-là, le fait qu'on ne peut plus dire vraiment C'est un il y a euro, les euros, c'est un l'américain, américain. c'est vraiment moins relevant. Puis c'est vraiment né un peu des débuts années 90, plutôt fin années 90, début 2000. Puis c'est vrai que ce terme-là a été beaucoup utilisé dans les années 2000, principalement, mais là, depuis 2010 ou 2011, on est passé ailleurs. Puis je pense que moi, je mettais un peu dans ma tête les Legacy
un peu aussi, qui est le point de pivot un peu. C'est peut-être arrivé un peu plus avant, mais le Legacy qui force un peu les auteurs à aller dans la narrativité. Et aller dans la narrativité, c'est aller vers le jeu américain plus naturellement que vers le jeu euro, qui est sur une boîte, ton jeu est là, une fois que tu as fini, il finit, tu le refermes, tu rouvres une autre fois, puis tu as une nouvelle expérience. Alors que là, tous les jeux veulent être des legacy, veulent avoir de l'influence d'une autre partie, puis veulent aller chercher le côté narratif qui est beaucoup présent dans les jeux vidéo. Puis on dirait que c'est cette tendance-là qui fait en sorte que les deux genres se mixent. Mais moi, il faut que je te dise, publier le jeu Zombie Kids Evolution, ça a transformé ma vision de mon propre métier. Ah ouais, Je veux dire, pour vrai. T'étais rendu un scénariste. Non, absolument pas. Mais je veux dire, tout change, ta façon de voir les choses, puis le reste devient comme un peu plus terne parce que là, tout à coup, ton jeu, il est beaucoup plus ouvert. Et on va y revenir, puis il y a quelque chose qui se passe que dans un jeu qui est toujours le même, malheureusement, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore, en fait. Avec les c'est legacy, que on là, est tu comme veux eux, que ton jeu... on est comme pris avec ça, puis t'as plus le choix de. C'est comme de la suivre cocaïne, un peu. une fois que tu as goûté, là, tu peux pas t'en passer. Oh, OK, messieurs. Donc, c'est vrai, c'est comme la cocaïne. Bon, mais dernière chose, peut-être, puis là, c'est drôle parce qu'on en parlait vite, puis on semblait d'accord là-dessus, avec une remarque amusante. Si Klaus Tauber, qui était supposé être le représentant de l'école allemande, fait des jeux qui sont pas si allemands que ça, Simon, toi puis moi, on s'entendait pour dire que le plus germano-allemand des jeux, c'était... Ticket to Ride, Les Aventuriers du Rail, qui est fait par un Américain, Alan Moon. Donc, il y a une espèce de contradiction intéressante là-dedans, que le jeu le plus euro soit fait par un Américain, et pas nécessairement le jeu le plus américain, mais un jeu qui est supposé d'être l'emblème des jeux euro, mais qui est vraiment américain finalement. Donc, c'est cette catégorisation-là est quand même vraiment intéressante, mais c'est à prendre quand même avec certaines petites pincettes. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une terminologie qui était pertinente pour les années 2000, qui maintenant, pour caractériser les jeux de maintenant, ne l'est plus vraiment. Et on est rendu tellement ailleurs, puis avec le fait que tout se mixe ensemble, tu peux plus te dire clairement ça c'est un euro, ça c'est un Américain. Mais on est en train de les classifier d'une autre façon, en fait. C'est qu'au bout du compte, on va toujours trouver les humains, on va toujours trouver des façons de classifier les choses, puis pour parler de généralité. Puis ça va être d'autres termes qui vont être utilisés. Au bout du compte, on va quand même revenir avec ce genre de... Parce qu'au bout du compte, ça reste tellement large. On établit les grandes lignes, mais tu peux regarder chacun des jeux qu'on considère euro ou américains, puis ne respecte pas à 100% toutes les règles de ce genre-là. Donc, après ça, c'est une façon de généraliser les choses, mais ça reste une façon un peu grossière de le faire pour expliquer un concept, mais qui n'est pas nécessairement très précise ou accurate. Absolument. Oups, désolé. Buvez une bière à la maison, une petite gorgée. On arrive maintenant à la fin de cette discussion-là qui est quand même vraiment intéressante. Vous amenez surtout un point, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est le point où on a comme arrêté de catégoriser les jeux dans ces deux grands courants-là, qui étaient réellement au début des années 2010, mettons 2008, quand on commençait vraiment à jouer à des jeux. C'était ça. Ça, c'est un euro, c'est un Ameritrash. C'était comme pratiquement la seule chose qui était importante. À la limite, les party games, il y avait Loup-Garou à cette époque-là. C'était tout ce qu'il y avait. Donc, le moment où c'est arrivé, je trouve que le Eclipse, c'est un bon moment. Et après, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à essayer de voir, et on va le voir un peu plus en détail tantôt dans le top 3. Mais pour moi, un phénomène vraiment important qui est arrivé dans le monde du jeu, qui a fait que cette frontière entre ces deux mondes c'est vraiment, si on veut, est effondré, devenu de plus en plus mince et tout ça. C'est en fait l'explosion des jeux français, du jeu français. Pendant longtemps, en fait, je réfléchissais à d'où provient, qu'est-ce qui définit les jeux français, qu'est-ce qu'ils font qui sont comme ça. Et quand on parle des jeux français, on va principalement parler du Big Three, mais c'est ça, Catala, Mont-Blanc, Boza, mais bien entendu, juste avant aussi. Fait-Duty. Exactement, c'est ça, j'avais un blanc. Donc, ça, c'est... Et je trouve que ces auteurs-là et plein d'autres auteurs français aussi se situent vraiment à la limite entre les deux, à une époque qui fait que c'est exactement l'époque à laquelle ils devaient être là. Donc, on prie vraiment le côté
si on veut, l'élégance des jeux allemands, l'absence, pas l'absence, mais la réduction du hasard, le fait que c'est beaucoup plus simple, mais ont incorporé une narration qui est très forte des jeux américains, tout en n'hésitant pas à mettre quand même une dose de hasard, ce qui faisait que un peu tout le monde avait sa chance de gagner, ce qui est le cas peut-être plutôt dans les jeux à l'américaine où tout le monde a un peu sa chance vu qu'il y a une dose de hasard. J'ai remarqué, c'est ça, certains jeux qui sont assez flagrants, dont un jeu que je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est le jeu sorti en 2009 qui est Cyclades. Cyclades, s'il y a un jeu qui est entre le risque puis n'importe quel jeu à l'allemande, je pense que Cyclades se situe vraiment là, qui est un jeu de Catala et mots blancs. D'ailleurs, c'est un jeu atroce, donc je ne vous conseille pas nécessairement de jouer à ça. Mais, Non, mais pour vrai, moi, j'aime bien ça. moi, je suis le hater numéro 1 de Cyclades, malheureusement. Voyons donc. Toutes les parties que j'ai jouées se sont terminées avec Pégase qui se pointe out of nowhere puis qui gagne une île. Puis là, c'est comme... C'est parce que vous savez pas jouer. Là. Peut-être. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Je pense qu'on est prêt à passer au top 3, messieurs. Oui. Absolument. Donc, le top 3, c'était quoi le top 3? C'était un défi assez spécial parce qu'on s'est dit top 3 des jeux hybrides entre l'euro et l'Ameritrash. Donc, une autre occasion, en fait, de s'envoyer un peu chier puis de se dire qu'on n'a pas raison. C'est ça, je pense que ça va être le fun. On le fait tous les trois, là? Ouais, on va le faire tous les trois. Donc, on va pouvoir discuter un peu des jeux. Dans le fond, on va y aller en troisième position. On va parler un peu. Je demanderai d'expliquer un peu pourquoi vous avez mis ce jeu-là. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est un jeu hybride? Et après, les autres vont vous dire que vous avez tort. C'est bon? OK, mais moi, je vais commencer pour dire mes 3 jeux hors compétition. OK, 3 jeux hors compétition. C'est bon, on va prendre ça, mais on va pas trop les débattre. C'est bon? OK, très, très vite. Puis je les expliquerai pas trop en long et en large, mais top hors compétition. Alors, je voudrais simplement mentionner Space Alert et Mare Nostrum, qui sont 2 de mes jeux préférés à vie, ever, extraordinaire. Mais comme je les avais placés dans mon top 10, puis vous irez l'écouter, puis blablabla. Mais bon, Space Alert, c'est le mélange entre le jeu d'ambiance et le jeu pour gamer. C'est un jeu compliqué, difficile, mais où tu ris, puis tu te fous de savoir si tu as gagné ou perdu parce que c'était drôle. Mais c'est réservé aux gamers. Fait que c'est un peu hybride, pas mal. Et Mare Nostrum, qui, un peu comme Cyclades, mais 5-6 ans avant comme faux, est probablement l'exemple le plus parfait de mélange entre un jeu à l'américaine et un jeu à l'allemande. Je ne sais pas si vous avez joué finalement. Oui, sauf que je vois pas beaucoup le côté à l'allemande dedans. Mon Dieu, les échanges sont super réguliers. Exact. C'est une phase, tout le monde fait la même phase en même temps. Après ça, tu fais ta phase 2, tout le monde en même temps. C'est un gros jeu de combat, là. Oh non, encore là, tu sais pas jouer, c'est pour ça. Là. Ah, moi, j'ai gagné, en plus. J'ai gagné facilement. Mais c'est un jeu de confrontation qui implique une mécanique très structurée, puis le hasard reste relativement faible. Oui, parce que, en fait, ça, c'est une distinction importante, mais quand tu attaques, tu vas lancer tes dés, mais au lieu de dire combien j'ai fait de touches, c'est-à-dire combien de dés avaient 5 ou plus, tu vas additionner tes dés, et puis à un moment donné, si la somme fait 5 ou plus, tu fais une touche. Alors, quand tu joues à Axis Analyse, tu peux lancer 10 dés. Puis avoir 0. Avoir 0 touche. C'est vrai. À Mare Nostrum, c'est impossible parce qu'avec 10 ça. dés, c'est sûr que tu détruis au moins 2 unités. Donc, ton hasard, il est largement réduit par cette mécanique extrêmement élégante. C'est vrai. Mais moi, j'avais adoré le jeu. Là. Je veux On pas a contredire, vraiment adoré là, ça, mais on a juste joué une fois. Fait que ça mais reste, c'était une game cool. mais Là. On s'était c'était bien vraiment amusé, le fun. là. J'ai vraiment envie de jouer. C'était très solide. Donc voilà. Puis l'autre jeu, c'était juste pour plugger Maudite Momie, qui est un mélange de bluff et de prise de risque dont je suis très fier. Voilà. Bien fait. Parfait. Donc, on est maintenant au top 3. Oh, JF était pas prêt. Donc, je vais y aller avec mon numéro 3, en fait, qui est un jeu que j'ai vraiment pas parlé souvent au podcast, qui est le jeu Small World. Donc, jeu sorti en 2009, qui est un jeu belge. Donc, tantôt, je vous ai dit les jeux français, tout ça. Bon, pour moi, tu sais, je suis un genre d'Américain, fait que les Belges puis les Français, c'est assez similaire. Désolé tout le monde. Donc, mais Small World, qui est un jeu de confrontation, en fait, mais avec la twist du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas expliquer Small World parce que pas mal tout le monde le connaît, mais c'est qu'on va avoir une race, en fait 2 races qui vont être fusionnées ensemble, qui vont nous donner un pouvoir
si on veut, unique. Et quand notre race meurt, en fait, on va juste revenir avec une autre race. Donc, c'est un jeu de combat où quand tu te fais battre, c'est pas si grave parce que tu sais que tu vas revenir avec un nouveau pouvoir. Gros jeu de confrontation, très court aussi pour un jeu. Tu sais, on peut dire un genre de risque, là, mais de 45 minutes, 1 heure. Il y a eu plein d'extensions, il y a eu plein de choses qui ont été faites là-dessus. C'est un jeu qui a vraiment bien fonctionné. Notons aussi que c'est un jeu de points de victoire. C'est un jeu de points de victoire parce En que fait. justement, tu veux faire le plus de points pendant que ta race est vivante, mais tu vas conserver tes points d'une race à l'autre. Mais en fait, c'est vraiment un jeu que j'ai failli placer dans mon top 3 parce qu'il répond exactement à la définition. Dans ce jeu-là, plus tu t'étends, plus tu es faible, contrairement aux jeux américains où normalement, plus tu t'étends, plus tu as de ressources. Fait que ça fait allemand. Mais par contre, tu as plein de pouvoirs différents, comme dans un jeu américain. Mais ça dure jamais plus qu'1 heure et demie, mais jamais plus qu'1 heure et demie. Ouais. Puis, les combats sont. Il n'y a pas de dé, là. Les pas de combats, dé, c'est. c'est ton- super t'es clean. moi les miennes, c'est ça, là. Tu sais. Oui. Donc, Small World, c'est ça. Donc, j'ai trouvé que ça fitait bien là, pour introduire la chose. Je vais faire un Simon Jutra. Bon choix. L'imitation était bonne quand même. J'ai cru. Moi, j'aimerais. Donc, moi, c'est jeu hybride. J'ai pris ça comme jeu qui a comme caractéristique d'être vraiment un mélange de deux affaires. Mais pas nécessairement d'euros puis d'Amérique. Pas nécessairement, non. De toute façon, le meilleur hybride, on l'a mentionné, c'était Mare Nostrum. Cyclades, ça en était un bon, puis Small World. Fait que. Non, c'est juste la top 3, là. Je vous présente le troisième position. C'est le jeu Ascending Empires. Oh, jamais joué à ça. Jeu sorti, si je ne me trompe pas, en 2011 chez Zeman Games. Et un jeu dans lequel on mélange la pichenette pour nos amis français, et le jeu de stratégie de développement. Dans l'espace, là. Dans l'espace. On s'entend, là. C'est comme tellement le mélange le plus improbable que tu peux avoir au monde parce que tu as vraiment des décisions stratégiques importantes, comme dans un vrai jeu, soit à l'allemande ou à l'américaine, avec des pichenottes. C'est n'importe quoi. C'est S'il y n'importe a pire que de rouler un dé, c'est de faire une pichenotte. Puis le pire, c'est que c'est le fun en Mais maudit. il paraît que c'est super bon. Oui. J'ai entendu plein de gens parler des rumeurs, des poèmes faits sur ce jeu. Il n'existe plus depuis longtemps. Non, il C'était existe- pas un Kickstarter d'ailleurs Je ou un crois truc, pas, mais un petit print. Là, me je semble pense que ça pas. n'existait pas Kickstarter à l'époque. Là. Mais pour vrai, Dans l'idée. on te l'explique, tu dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis tu y joues, tu fais, tabarouette, c'est vraiment cool. Fait que voilà, Ascending Empires. En plus, moi, je suis un fan de jeux de dextérité, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez de jeux de dextérité parce que souvent, le problème, c'est que tu vas perdre les gamers. Puis si ton jeu est trop compliqué, ben dans le fond, tu n'iras pas chercher le public cible plutôt standard des jeux de dextérité qui sont les gens moins gamers. Donc, quand tu arrives à avoir le mix entre les deux, ça peut être intéressant. C'est sûr que je vais jeter un coup d'œil à ça. Là. Alors, mon numéro 3 pour moi, c'était le jeu Lord of Waterdeep. Alors, j'ai choisi Lord of the Waterdeep parce que c'est un jeu très euro, mais qui a un peu l'audace d'utiliser la thématique de Donjons et Dragons, Waterdeep, tout cet univers-là. C'est sûr que, bon, c'est un jeu qui reste Allez, un défends-toi jeu de- vite! Défends-toi vite, JF, ça s'en vient! un jeu de placement d'ouvriers. On va donc se positionner dans la ville, faire des actions. C'est les mécaniques relativement standards. On n'est pas- Ramasser des cubes. Ramasser des cubes, exactement, qui représentent des ouvriers, qu'on va pouvoir investir, qu'on va pouvoir acheter des bâtiments, Payer bâtiments des qui cubes pour avoir donnent d'autres des actions cubes. et tout ça. Très bon jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis je trouve que la thématique ajoute quand même beaucoup à ce jeu-là, malgré tout, malgré que, oui, en effet, on sent pas nécessairement le côté guerrier puis le côté américain derrière ça, mais Effectivement, on le sent pas vraiment. mais cette thématique-là, au bout du compte, quand tu achètes le jeu et que tu n'as pas joué, c'est parce que c'est ça qui t'attire. Parce que c'est ça le front, c'est ça l'image du jeu, c'est D&D, puis d'aller attirer... C'est d'aller attirer les joueurs d'Américains pour essayer de les amener vers le euro un peu. Mais fait que cette hybridation-là, elle n'est pas tant dans les mécaniques, c'est le clash- Commercial. c'est le clash entre... Non, c'est le clash entre les mécaniques et le visuel, les éléments graphiques du jeu. Normalement, tu as un tout. Tu vas avoir un jeu américain, tu vas avoir des mécaniques américaines, puis une thématique Des figurines, américaine. en fait, même. Exactement. Là, ce qui est regrettable, c'est que tu recrutes des guerriers, des magiciens, puis des Tous des voleurs, cubes. puis c'est tous des cubes. C'est toutes des cubes. Aucune figurine. Ça, On j'aime est ça. dans le euro là, à fond. Mais ce clash entre le visuel et les mécaniques sont vraiment quand même assez purement européennes. Pour moi, il est là le clash entre, qui est là l'hybridité d'une certaine façon. Ça reste un jeu de 2012, hein, on est encore un peu dans les stéréotypes
Mais ça se sentait, c'est peut-être aussi dans les premiers là, à tenter ou à essayer d'aller chercher un petit peu plus les joueurs ou les thématiques américaines. Qu'est-ce que tu as à dire, là? En tout cas, je suis plus ou moins satisfait de ce choix-là. Premièrement, pour ce qui est de la thématique, tu sais, je veux pas trasher Lord of Waterdeep. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un bon worker placement très simple. Je me rappelle, par contre, quand j'ai joué, il a fallu que la personne avec qui je jouais me force à lire les cartes de mission pour qu'on sente la thématique. T'sais. Moi, je voulais juste échanger des cubes pour d'autres cubes. Je m'en foutais des thèmes. Là. C'est pour ça que je trouve qu'à un certain point, c'est plus une hybridation commerciale que réellement... Quand tu joues, tu le sens pas. Puis même si c'était ça, pour moi, un jeu euro peut très bien être un jeu de magicien puis de sorcier. Fait que pour moi, c'est vraiment un euro pur et dur, à part qu'ils se sont dit on va aller chercher des Américains. Parce qu'en plus, ça, je pense que c'était comme le moment où il y avait la nouvelle édition de D&D. Je pense que c'était D&D 4 qui sortait, où il y avait quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Fait que c'était ça que j'ai à dire là-dessus. C'est correct. Numéro 2. Alors, vous savez, moi, j'ai dit tout à l'heure, les Français étaient au cœur de cet effondrement des frontières et de mélange des genres. Et j'ai pris un jeu de 2008, un de mes jeux favoris. En fait, il s'agit du jeu Ghost Stories. Ghost Story, qui est un jeu, en fait, dans lequel on va... Un jeu coopératif. Donc, déjà là, on est très loin des jeux de confrontation directe. Mais un jeu dans lequel on va rouler des dés, dans lequel on va affronter des monstres en groupe, mais dans lequel on va avoir très peu d'options et de choix à notre tour. Un tout petit plateau, 9 cases, et la thématique est juste trop bien faite. En fait, pour moi, la force des jeux français, c'est qu'ils ont vraiment su prendre la narration américaine et l'amener, l'excitation de ces jeux-là. Donc, Ghost Story, j'en ai parlé dans presque tous les épisodes, en fait, que je ne vais pas trop me répéter là-dessus. Et tu sais qu'ils sont en train de le refaire, hein? Je savais pas. Ah non, avec un nouveau thème, plus médiéval fantastique cette fois-là. Ils vont streamliner les mécanismes un peu, mais ils sont en train de refaire. Okay. J'espère qu'il va être aussi difficile, parce que l'attrait de Ghost Story, c'est que c'est un jeu difficile. Mais à part l'auteur, qu'est-ce qu'il y a d'européen dans le jeu-là? Ben, il y a peu d'options, il y a juste 9 cases Parce que dans c'est un jeu de monstres, un jeu de combat, que ce soit coop ou confrontation, on s'en fout. Ça reste un gros jeu où tu as plein de cartes, où il y a plein d'options, ça reste... Popcorn, je vous regarde. On est là, je veux dire, on est dans le même genre, exactement le même genre de truc. L'auteur français, OK, ouais, mais ça change rien par rapport à tous ces autres jeux qui sont complètement européens, que là, il n'y a pas grand-chose d'européen dans ce jeu-là. Ben, pour moi, je le ramenais. C'est vrai qu'il n'est pas tant européen. Je suis prêt à l'accepter, en fait. Je ne vais pas trop défendre ça. Mais pour moi, ce qui amenait le fait que c'était plus à l'européen pour un jeu de... On s'entend, c'est un genre de dungeon crawler, là, mais tower defense, où tu vas te battre contre des monstres qui arrivent, tu sais. Tous ces jeux-là que j'ai joués avant, c'était des jeux ouverts où tu te promenais, tu tabassais du monde. Là, tu as 9 cases. À ton tour, c'est comme plus abstrait, tu te déplaces t'attaques. Tu te déplaces t'attaques. C'est comme un jeu ultra simple, en fait. Par rapport à... Puis là, en fait, ils vont faire une édition streamlinée. Pour moi, c'est déjà un jeu qui est assez simple. Tu n'as pas énormément d'options pendant ton tour. Par contre, je suis d'accord, c'est pas le jeu le plus euro. C'est un jeu violent en plus, où tu gagnes une fois sur 10. Je voulais juste parler de Ghost Story, les gars. OK, donc on va passer à Christian. Mon numéro 2, toujours, donc moi, l'hybridation, c'était pas tant euro-américain que mélanger deux affaires qui se peuvent pas. Comme non, ça, on va le tabasser, on va l'avoir. Mon top 2, c'était le jeu Space Dealers. Ah, ouais, OK. Qui était un jeu qui est sorti quelque part, je pense, en 2005 ou 2006. Qui est un jeu un peu comme Space Alert. C'est un jeu en temps réel. On va dire un mauvais jeu en temps réel pour les initiés. Un mauvais jeu en temps réel? Excusez, on n'a pas le droit de dire ça. Mais voyons donc. Hey, c'est génial. Et surtout, Space Dealer, j'y ai surtout joué en ayant 2 boîtes de jeux de base. OK. Puis tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs en même temps. Oh, wow. Space Dealer, c'est un jeu pick-up and delivery qui se passe dans l'espace, Space Dealers. Et là, tu as un petit vaisseau. Peut-être 2 même, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai joué, mais ça n'enlève rien aux qualités de ce jeu. Ouais. Et puis, en fait, ça se joue en temps réel. C'est un jeu qui est compétitif. Et c'est que chacune de tes actions est tes ouvriers sont des sabliers. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit. Donc, quand je fais une action, je dis ce vaisseau se déplace de cette planète à cette planète.
ben, je retourne le sablier et ce vaisseau ne peut rien faire tant que le sablier ne s'est pas complètement écoulé. Je veux rechercher la technologie X ou Y, ben, je retourne le sablier sur la technologie X et Y et une fois que le sablier sera écoulé, ben, je pourrai bénéficier de cette technologie-là. Je veux décharger, je veux faire quelque chose. Et ce jeu-là est vraiment juste malade et c'est encore un mélange improbable entre un jeu de stratégie et un jeu, pas d'ambiance, mais presque, où le temps est comme déterminant vraiment. Et puis à 6 à 8 joueurs, c'est juste malade parce que là, il se passe tellement d'affaires sur le plateau. Tu as une expérience de jeu comme si ça avait duré 3 heures, mais en 30 minutes parce que c'est juste trop intense. Excusez-moi, les jeux en temps réel, ça me fait bouillonner à l'intérieur. Donc, je vais juste pas passer de commentaires là-dessus. Je les laisse Tu jouais au décrire. moins? Non. Bon. Mais je suis désolé. Merci. Au moins, je suis honnête. Je vous dis que j'ai pas joué. C'est parfait. Sauf que je peux quand même dire que j'ai presque joué. J'ai lu les règles à multiples reprises. J'ai checké des dizaines de vidéos sur ce jeu-là. Pour moi, c'est vrai peut-être qu'il est hybride, mais de moins en moins. Parce que les jeux en temps réel, un peu plus stratégiques, avec un peu plus de choses à faire, on va en voir de plus en plus, on en voit de plus en plus. Fait que c'est vrai qu'il y a un côté hybride quand il est sorti. Maintenant, on le sent peut-être un peu moins, ce côté-là. Je suis d'accord. Bon choix. Alors, mon numéro 2, un jeu épique de domination, et c'est le jeu Dominion Species. Donc, gros jeu de guerre à la GMT. Gros truc, on est là, on fait de la J'ai guerre. jamais joué. Oh my God, C'est le jeu qui nous a amenés dans le hobby. Là. C'est aussi le jeu qui a brûlé nos blondes du hobby, mais c'est Ouais. une autre histoire. Bon, on en parle, Dans Dominion Species, on va incarner des races. le conseil diplomatique des insectes n'est pas d'accord avec cette décision. On va jouer des insectes, des primates. Donc, on va avoir notre espèce. Et notre but, ben, ça va être de se peupler le territoire, mais on s'entend que c'est un jeu qui est pré-ère glaciale. Donc, durant la partie, il y a des territoires qui se développent, on agrandit, on explore tout ça, mais du même coup, tu as l'ère glaciale qui commence à arriver et quand elle arrive sur ta tuile, elle détruit tout, elle ravage ton espèce. C'est un jeu extrêmement violent au niveau des interactions entre les joueurs parce que c'est juste la confrontation. Il n'y a absolument aucun échange ou entraide entre les joueurs. Mais dans sa mécanique, c'est une mécanique de placement d'ouvriers avec genre 12 actions, 12 cases d'actions possibles différentes de placement d'ouvriers. Super serré. Tu dois penser à toutes tes actions. Chaque fois que tu vas placer, chaque case d'action a une mécanique de placement qui est différente, qui est super réflective. Puis beaucoup de ton tour, ça va être d'essayer de prévoir, planifier quelle action jouer, dans quel ordre et à quel moment. Est-ce que ça vaut la peine d'être le premier à aller sur cette case-là où tu peux te permettre d'attendre un tour parce que tu sais qu'elle ne sera pas pleine quand ça va revenir à ton tour. Donc, gros jeu de placement d'ouvriers, hyper euro dans ses mécaniques, mais qui, après, nous donne un jeu absolument violent en termes de confrontation entre les joueurs qui est tout à fait dans la lignée des jeux de GMT, en réalité, beaucoup plus que sa mécanique de placement d'ouvriers. Donc, pour moi, Dominion Species devait être dans ce top. Jeff, Ouais. j'adore ça, te contredire, mais là, je peux pas. Je le savais! Je peux pas. C'est trop un bon choix. Puis en fait, je suis même mal qu'il soit pas dans mon top. J'y ai Pour juste, le 1, mais j'ai juste ça me surprend pas quand même. pensé, en fait, parce que c'est vraiment un bon choix. On est là, en fait, c'est un des meilleurs worker placement, mais en fait, tu terrasses tes Ouais, adversaires. exact. Puis c'est un jeu de confrontation à 6 joueurs, puis ça se peut que tu passes la... Ouais, puis chaque La game va race pas faire grand-chose est si t'es- unique. Chaque Ah ouais, race absolument. a ses pouvoirs. Donc, on est vraiment dans l'euro, mais en même temps, c'est un jeu de cubes. C'est un jeu avec des petits cubes, en fait. Mais des cônes aussi. Des cônes et Puis des cubes. Des cylindres, je pense. Ouais, mais c'est magnifique. Je vous conseille vraiment tout le monde c'est réellement un chef-d'œuvre. En fait, un des meilleurs jeux de tous les temps, Dominion Species. Numéro 1. Bon, alors maintenant, je suis un peu moins confiant. Maintenant que je fais juste penser à Dominant Species depuis tantôt. Mais je vais quand même y aller avec mon numéro 1. Je vais quand même me lancer. J'espère que je vais réussir à vous convaincre.
Il s'agit d'un jeu sorti en 2012 d'un auteur français, encore une fois, bien entendu, Régis Bonassé. C'est le jeu Seasons. Seasons qui est un gros jeu de cartes. Donc, vraiment comme on peut l'imaginer, à l'américaine, un gros jeu de cartes, de combos et tout ça, mais avec des mécaniques qui sont complètement champ gauche, qu'on n'a même pratiquement jamais revu dans les jeux de cartes en ce moment. Même Donc, depuis la sortie en 2012. c'est ça, depuis la sortie de Seasons, il n'y a rien qui ressemble à ça. il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un jeu de cartes dans lequel on n'aura pas notre deck avant, comme d'habitude. On va même pas nécessairement construire tant notre deck. On va juste comme piger des cartes un peu au fur et à mesure. Il y a une mécanique de tour qui est unique. On va collectionner des ressources pour jouer des cartes. C'est quand même un jeu aussi qui n'est pas tant basé sur l'attaque des autres joueurs, mais sur le fait de faire des points. Et ça, c'est quand même assez différent de la plupart des jeux de cartes de ce type-là. Donc, Season, qui est un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie, en fait, que j'adore particulièrement, je trouvais qu'il fitait très bien à la limite de ces deux genres. Pour mon numéro 1, les gars, j'aimerais quasiment vous offrir le choix. Oh! Non, mais en fait, pour moi, c'est une façon de ne pas choisir. Comme ça, je peux placer les deux. Hey, les gars, il y a un pré-top 3. Ouais. Dans le fond, c'est un Il y a top deux 3. Il y choix, a deux numéros 1. Puis il a déjà dit que le meilleur, il l'avait déjà nommé dans son pré-top 3. T'imagines? Hey, je suis Ouais. malhonnête. Je suis malhonnête. Au début, il disait: oh, les gars, j'ai vraiment bien fait J'ai ça. tout Vous allez fait, voir. tout est prêt. Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous offrais le choix entre Game of Thrones et puis Food Chain Magnet? Ben là, tu me prends un peu au dépourvu parce que malheureusement, j'ai pas joué à Food Chain Magnet et j'attends ce moment-là avec vraiment beaucoup d'excitation. Oui, tu l'attends. Je te dirais que je prendrais Food Chain Magnet quand même. OK. Parce que... Oui? J'essaie de me ressouvenir de la game de Game of Thrones que j'ai vraiment pas aimé, que je ne jouerai plus jamais à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'euro pour toi dans Game of Thrones? C'est la mécanique de placement, de prévision, de planification, pardon. Je veux dire, la structure, je veux dire, on a un jeu qui dure 5 heures Ben oui, puis c'est ça. On est de dans conquête. l'américain, là. à l'américaine, mais en fait, dont tout ce qu'on fait à peu près, les actions comme telles sont plutôt euros, c'est-à-dire que Attaquer les autres. Non, 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 Les mais déchets, la façon de le faire. défendre, supporter les gens, déplacer des troupes. Contrairement à l'ancêtre diplomatie où tu écrivais tes affaires, puis c'était lancé comme là, tu places des jetons. Ouais. Puis ça va attaquer, ça va défendre. Après ça, il y a les événements qui sont toujours les mêmes Les cartes que tu vas d'événements. tu vas prévoir. Mais la résolution des combats aussi est assez allemande. Donc, pour moi, il y a vraiment eu une influence, un polissage allemand. Mais allons-y avec Food Chain Magnet. Avec Food Chain Magnet, s'il te plaît, oui. Donc, Food Chain Magnet, qui est un jeu qui va durer un bon 3 heures comme faut. solide. Les règles sont pas faciles à intégrer, sont pas super intuitives, même si thématiquement, elles font toutes du sens. Beaucoup de petits points de règle. Quand tu fais ta publicité sur l'avion, c'est pas la même chose que quand tu ramasses ton Coke ou ton Pepsi avec le Zeppelin. Puis, Tellement cool. Tellement épique, cool. c'est tellement bon. Et t'as un jeu où au deuxième tour, tu peux savoir que tu gagneras pas. Ah ouais, solide. Ça, c'est rare dans un euro. C'est ça, c'est un hybride. Ça, c'est un vrai hybride Ouais. euro-américain parce que le thème, il est senti, mais je veux dire, jusque dans le fond des bulles du Pepsi, jusque dans les grains de sésame de ton hamburger que tu vas livrer. Parce que dans Food Chain Magnet, on gère une chaîne de restaurants fast-food des années Tu réussis à 50. avoir une chaîne, non? Oui, c'est ça. Parce que souvent, tu finis la game avec un restaurant. Et puis, donc, thématiquement, c'est super là. Tu peux te faire entuber, mais comme solidement, mais dans la game. Ouais. Sauf que il y a quelque chose là-dedans qui est propre qui est euro, en fait. D'ailleurs, l'éditeur est néerlandais, Splotter. Donc, voilà, Food Chain Magnet, un jeu aussi dont l'arbre de développement, en fait. Super intéressant. Et c'est un jeu de cartes, mais pas tant dans des effets, hein, parce que c'est pas comme si tu joues à Magic ou à Season, que tu as des conditions à remplir, ça donne plus un, moins... Non, regarde. C'est tes actions, en gros. C'est tes actions. Fait, Du tout. lui, là, c'est un errand boy qui appelle, il va te chercher un Pepsi. Lui, le cook, il te fait un burger. L'autre, il te fait une pizza. Tu sais, c'est vraiment... Des actions vraiment simples. Il n'y a pas de combo vraiment, là. Sauf que faut que tu arrives à créer une demande pour vendre le Pepsi que tu es allé chercher puis le hamburger que tu as fait cuire. Fait que... Ça a l'air vraiment bien fait, en fait. Puis l'autre particularité, c'est que c'est un jeu qui se termine après
quand on a passé à travers la pile d'argent centrale. Donc, il y a une réserve d'argent qui est placée en début de partie selon le nombre de joueurs. Fait qu'il y a plus d'argent s'il y a plus de joueurs. Et alors là, Ça, c'est c'est vicieux. bizarre. C'est Ça, vicieux. c'est Ah non, mais vraiment écoute, j'essaie de te étrange, le dire. Donc, en début de partie, secrètement, chaque joueur va décider d'un montant qu'on va rajouter à cette pile d'argent une fois qu'on va l'avoir épuisé. Je te fais un exemple. En début de partie, on joue à 3 joueurs. Je me souviens plus, mais il y a genre, je sais pas moi, il y a 225 pièces dans la réserve. À chaque tour, on fait des profits, puis on prend de l'argent dans la réserve. Quand la réserve de 225 pièces est épuisée une première fois, tout le monde révèle le montant qu'il allait rajouter pour la deuxième phase du jeu. Mais qui ont choisi au début de partie Oui, sans fait que rien t'as voir aucune de ce qui idée, se là. passait. Fait que Aucune idée. Fait que toi, tu peux décider. Moi, je joue une short game. Fait que le deuxième montant que je vais rajouter, il va être très petit. Et l'autre, il a décidé, lui, de jouer une long game. Fait qu'une stratégie de développement complètement différente. Il a mis 300 piastres dans le pot. Fait que là t'as une lecture du jeu, premièrement, sur le plateau. Mais pas juste ça, t'essayes de voir les autres joueurs, ils sont allés pour la long game ou pour la short game. C'est malade. Ouais. Parce que tu peux vraiment le sentir aussi, le fait que les gens qui commencent à faire de l'argent rapidement, ils s'enlignent pour une short game. Ils vont s'essouffler. Alors, ils vont s'essouffler, exact. Alors que ceux qui s'enlignent pour une long game, pendant les 5 premiers tours, ils font rien, mais quand ça start, c'est plus arrêtable. T'sais. Fait que là, ceux qui ont fait les short games, c'est d'essayer de shorter la game plus vite. Mais tu sais, c'est le genre de jeu où, là, je me rappelle plus exactement, mais j'avais fini peut-être avec 500 points, puis le dernier joueur a fini avec 3 points. Ah non, avec 10 première, points. Là. Ma première Mais game, pour vrai, là, c'est un désastre. Là. Ma première game, j'ai fini avec 7 piastres, puis le gagnant en avait 107. Parce qu'on avait écouté le truc. Wow. C'est ce genre de range de différence. La personne à la fin était pas mal, c'était vraiment nice, j'ai vraiment aimé ça, mais elle a fini vraiment là. J'ai tripé, puis je me suis fait torcher, mon gars. Mais Ça, tu sais que c'est un bon jeu. Ça, Oui. tu sais que c'est un bon jeu. OK, ben là, Food Chain, on est là. Je suis là. On passera pour Game of Thrones. Et toi, JF? Ah, c'est vrai, reste-moi. Qu'est-ce que j'ai mis en première position? Mon numéro 1, un classique de 2015, un gros jeu de miniature et le seul jeu nécessaire dans la bibliothèque quand ce jeu est sorti, c'est bien sûr le jeu Blood Rage. Alors, dans Blood Rage, on a un jeu vraiment épique avec des grosses figurines de placement, de contrôle de territoire où on va vouloir placer se déplacer sur le plateau dans le but de contrôler les territoires, gagner les bonus de ces territoires-là. Mais c'est un jeu qui intègre une mécanique, la mécanique de Seven Wonders, une mécanique de draft, et c'est un jeu principalement de points de victoire. Donc oui, on a toute cette confrontation entre les joueurs, il va y avoir des combats entre les joueurs, il va y avoir des confrontations. Dès que tu te pointes sur un territoire, il y a un combat. Mais les combats, il n'y a aucun dé. Ça va être les cartes que tu vas avoir sélectionnées dans le draft juste avant la ronde. Qui, si tu prévois faire des combats, tu vas t'en être pris. Si tu veux rester plus low profile, optimiser ta faction, parce que tu peux optimiser ta faction. Tu as des cartes pour l'optimisation de ça, tu as des cartes pour faire des points de victoire, tu as des cartes pour les combats. Donc, ça va être dans ta stratégie de draft par rapport à ce que tu laisses aussi passer. Tu sais ce que tu laisses passer aux autres, donc tu sais ce que les autres risquent de prendre. Et donc, quel genre de stratégie extrêmement... moi, j'aime beaucoup. Je pense que ça reste... le jeu, c'est peut-être un peu épuisé par le fait qu'il y a une redondance de stratégie d'une partie à l'autre. Il y a peut-être des cartes qui étaient un peu brisées ou comme un peu, genre, si tu la vois, tu la prends. S'il n'y a pas de questions, tu te poses pas de questions. C'est sûr que tu prends ça. C'est un super jeu. Je pense que tu as pointé les 2 petits points faibles, malheureusement. C'est qu'on a vite fait le tour des cartes, puis qu'il y a des cartes qui sont crissement fortes. Mais sinon, c'est le feeling du jeu et le fun. Tu as l'impression de jouer à un jeu. De confrontation, là, avec bien de la testostérone. Mais au bout du compte, on est là, tu fais des points de victoire, tu pourrais faire peu de combats puis quand même remporter parce que tu as optimisé ta stratégie. Donc, ben oui, c'est ça. Des petits problèmes qui fait qu'on en parle comme beaucoup moins maintenant, mais reste que je trouve que c'est quand même... Ça reste un excellent jeu. Une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun. C'est du gros fun noir. Ouais, non, puis t'amènes un point, GF, là-dedans qui me rappelle un peu le côté Small World, qui est que c'est un jeu de confrontation où tu vas te battre, mais où c'est pas si grave si tu perds, c'est pas si grave si tes unités meurent. Et pour moi, ça a un côté très hybride, en fait. Ouais. Ça a un côté qui vient... OK, oui, on a le côté combat, mais le but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est plus de bien combattre. Ouais, ben de gagner un combat, ça te permet de pas perdre un peu l'avantage, de ralentir un petit peu l'autre joueur, mais ça le détruit pas complètement, tu sais. Exact. Puis dans Blood Rage, ben, tes unités ils vont au val, là, puis tu sais bien qu'ils reviennent tout le temps. Après un certain nombre de temps, ils reviennent. Fait que c'est pas trop problématique. Non, c'est ça, hein, la vie de viking.
En fait, messieurs, je pense que ça fait pas mal le tour de notre superbe. premier épisode de la saison 4. Ça place la barre haute, là, je trouve. Là. Ça place La barre très haute. Christian, merci beaucoup, premièrement, de nous avoir accueillis dans les magnifiques bureaux du Scorpion Masqué, de nous avoir offert une bière qui était totalement délicieuse, je ne sais pas s'il fallait le dire, et d'avoir participé aussi activement, d'avoir préparé cet épisode. Cette thèse si intéressante. Exactement. Donc, on sent que tes années passées derrière ton clavier sur les Dragons Nocturnes t'aura vraiment été très utile, et toutes ces années sur les bancs d'école à écrire de la poésie aussi, bien entendu. Écoutez, merci de m'avoir permis de diffuser ce délire intellectuel que j'avais et que je peux maintenant l'extérieur. Je pense que je peux mourir maintenant. Merci, grâce à vous. C'est un croix de moi. C'est fait. Là. Je voulais faire ça dans ma vie. Check. Là, j'ai fait ça. C'est magnifique. En fait, c'est sûr que on aura la chance de se recroiser. On aura la chance de te réinviter. Tu fais maintenant partie du cast récurrent. Je suis un chouchou? Ouais, au-delà de ça, en fait, t'es un personnage récurrent de la mythologie de Balado Ludique. Ouais. On va te revoir même si tu nous revois pas. Ouais, c'est ça. On va te recroiser dans d'autres circonstances. Ouais. Peut-être... non, on peut pas en parler maintenant. On va revenir là-dessus plus tard. JF, sinon, en fait, est-ce qu'on avait quelques messages à faire pour la fin de l'épisode? C'est toi le gars des messages. En fait. Oui, ok, c'est moi le gars des messages. Clonco. Attendez-vous pas à ce qu'on fasse une affaire en sync. Là. Moi, j'ai fini ça. C'est fini pour moi, ces affaires-là. Mais je vais quand même vous dire, rappelez-vous, nous avons maintenant un Patreon. Si vous avez de la misère à le trouver, faites juste nous écrire sur Facebook. Là, on va vous dire que c'est une joke à ce moment-là. Et aussi, une chose qu'on aimerait par contre, c'est qu'on aimerait ça que, auditeurs, auditrices, vous nous envoyez vos anecdotes de jeu, vos anecdotes de partie. Vous avez joué une partie mémorable, vous avez joué avec des gens, il s'est passé quelque chose de spécial. Écrivez-nous ça sur Facebook, en fait, et on va en faire un récit. On va le raconter aux auditeurs. On va bien entendu rajouter un petit peu de sauce dedans et tout ça, mais je pense que ça peut être quand même intéressant si vous avez la chance. Sur ce, JF, je te souhaite une très bonne journée, en fait, très bonne soirée. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine.